Bonjour à tous et bienvenue dans No Spoil, votre rendez-vous ciné et série en collaboration avec nos copains d'Allociné. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on accueille un nouveau visage. Vous le connaissez si vous connaissez le JDH. On accueille aujourd'hui Otaxu. Comment ça va, Otax ? Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis super content de faire la rencontre et de revoir aussi évidemment la Binanix autour de ce plateau et surtout pour parler des sujets dont on va parler. Alors, là, on est friands. Star Wars, Harry Potter aujourd'hui, c'est les deux sujets qui vont faire l'actu. T'as une préférence entre les deux ? T'es plus team quoi ? Alors, comment dire ? Le daron m'a offert Star Wars à la base. Donc, en termes de... C'est littéralement le premier film que j'ai vu au cinéma. Mais après, je suis quand même de cette génération qui a grandi avec les bouquins Harry Potter où le héros avait le même âge que moi. Donc les deux ont quand même du punch, même si en grandissant, j'ai plus gardé Star Wars que Harry Potter. Quoi qu'il arrive, les deux sont quand même assez hauts dans ma culture geek. Une réponse de politicien. Comment ça va, monsieur le rédacteur en chef de Allociné aujourd'hui ? Ça va très bien, Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que non, je ne suis pas réalisateur, je me permettrai pas, mais il y a une bouteille qui était dans le champ sur le plan sur toi et ça m'énerve. Voilà, c'est bon, la bouteille n'y est plus. Voilà, parfait, ça c'est la bonne façon de faire. Voilà. Une actualité, on l'a dit, hyper riche. Beaucoup de choses avec la Star Wars Celebration. Bah ouais, qui a pris quand même des... On savait qu'il y aurait des annonces, que des annonces étaient attendues, mais peut-être pas de ce niveau-là. Donc le week-end a été surprenant. On va débriefer tout ça dans les news. Je te laisse combien de temps pour les sorties ? Alors attends, parce que l'autre fois j'avais fait lourd, là j'ai fait un peu plus léger. On se dit un 15 minutes, on est pas mal. 15 minutes, on est pas mal. 15 minutes, on est pas mal. Plus la reco de Max qui revient. Comment ça va, Max ? Exactement, ça va très bien et toi ? Mais écoute, ça va toujours bien. Je sais que toi, tu es particulièrement fan de Star Wars aussi. Ah bah alors c'est marrant parce que tu parlais du fait que ce soit le premier film que tu aies vu. Moi, c'est pas le premier film que j'ai vu, c'est sûr, mais c'est quand j'ai vu Le Retour du Jedi étant petit, genre à 5 ou 6 ans, que j'ai été frappé vraiment par le film et que par extension, j'ai eu envie de bosser dans le cinéma ensuite. Donc en fait, si je suis là, par extension, c'est vraiment le film qui a marqué le début de ma passion pour le cinéma et ensuite mon envie d'y travailler. Grâce à Luke Skywalker. Dommage que ce soit sur Retour, mais... Qui est le premier que j'ai vu en plus, c'est qu'en fait, moi, je me suis fait spoiler à peu près tout le film. En fait, c'est vraiment la scène au-dessus du Sarlacc. Je sais pas pourquoi cette scène-là m'a marqué. Voilà. Donc oui, Star Wars, évidemment, j'ai toujours grandi avec, j'ai toujours été fan, j'ai toujours, malgré les hauts et les bas que les sagas ont pu avoir, même au niveau des séries, en fait, c'est toujours un truc auquel je reste attaché envers et contre tout. Le dernier, last but not least, Nanix, qui revient de la Gamer Assembly, lui, de son côté. Oui, donc du coup, petite voix, des petits yeux à cause du pollen notamment, et de la fatigue, mais ravi d'être là. Alors j'ai vu un peu les annonces de loin, c'est cool qu'on puisse en parler évidemment de très près en émission. Évidemment, il y a des choses que j'ai vues aussi qui m'ont un peu énervé, une nouvelle bande-annonce pour Senseiya, on met ça de côté. Le teaser trailer de The Marvels, on met ça de côté, on en parlera tout à l'heure, je pense. Mais après, pour répondre à la question, je suis plus Star Wars qu'Harry Potter, moi. Plus Star Wars. Et pourtant, Harry Potter, effectivement, est un autre des sujets qui va faire l'émission. On aura la chance notamment de recevoir le créateur de la Gazette du Sorcier. C'est aussi l'inventeur des règles de Quidditch officielles. C'est complètement incroyable. Il sera avec nous justement en milieu d'émission. En attendant, je vous propose de perdre aucune minute et on enchaîne tout de suite. C'est les news. Et les news, cette fois, j'ai pas demandé à tout le monde de venir avec ses devoirs de vacances et d'amener la news. Parce que c'est Kathleen Kennedy qui l'a fait pour nous. Exactement. Et je vais on va faire un petit tour sur toutes les annonces de la Star Wars Celebration et on va un petit peu essayer de décortiquer ça. On va commencer du côté des séries avec une confirmation comme quoi la série Andor aura bien une saison 2. Je rappelle que le tournage est à moitié bouclé et qu'on y découvrira un nouveau personnage incarné par Andy Serkis. Mais encore mais a priori plutôt en image de synthèse pour faire des voix et tout ça. Il revient à sa vraie nature. Et du coup, ça sortira à l'été 2024, donc c'est dans un an, on a encore le temps de voir venir. J'ai envie de vous demander, Max, justement, à l'époque, tu n'avais pas pu voir Andor quand on en avait parlé. Non, parce que j'ai rattrapé et effectivement, je vous rejoins totalement, que c'est un peu long à démarrer, mais que c'est vraiment bien et que ça change. En fait, c'est finalement ce que moi, personnellement, j'attendais des séries Star Wars, c'est qu'ils proposent autre chose plutôt que de se rattacher à des personnages un peu connus, même avec la carotte, un peu comme Mandalorian, de nous dire c'est un nouveau personnage, mais bon, on te ramène Luke Skywalker derrière. Là, vraiment, je me disais, ils vont nous ramener Dark Vador, ils vont nous ramener un Han Solo rajeuni. Enfin,
il y avait tout pour que ça foire. Et en fait, non, tu as un ton vraiment différent, tu as une façon de faire vraiment différente, et même une façon de raconter vraiment différente, parce que les Star Wars, en général, ça se passe sur quelques jours. Toutes les histoires, les films, les séries. Et là, vraiment, le temps est beaucoup plus élargi. Et donc non, du coup, maintenant, j'ai hâte et j'aimerais bien que les autres séries Star Wars soient plus dans cette optique-là que celle-ci, qui, dès le départ, avait été annoncée comme un récit en 2 saisons et qui se terminerait à la fin de la 2e saison. Donc on imagine que la fin de la saison 2, ça va être la scène qui précède l'arrivée de Andor dans Rogue One, j'imagine. De l'autre côté, Johan, je sais que Star Wars, ça te parle aussi. Ah bah évidemment. T'avais un petit peu give up. En plus, les séries, c'est pas trop ton truc, mais Andor. Ah oui, quand non, Andor, ça fait partie des séries Star Wars qui m'ont pas énervé ou lassé. Et un peu difficile pas de rentrer dedans, mais je trouvais que, ça spoil pas, mais il y a une longue préparation de braquage qui dure beaucoup trop longtemps dans cette série. Mais une fois qu'on a passé ça, de montrer le point de vue de la rébellion, le point de vue de l'Empire, le point de vue de gens qui sont un peu autour de ça, et surtout je crois que c'est l'épisode 10, avec cet incroyable discours de Stellan Skarsgård. Et c'est une scène qui met les poils, et en fait ça fait très longtemps que j'avais pas eu les poils en regardant Star Wars, en fait. Presque du Shakespeare. Ouais, et en fait il sort un truc, et en plus cet épisode là aussi, il y a une autre scène avec Andy Serkis qui est très forte, et en fait moi c'est un truc où je me suis dit, ah là ils sont en train de me réconcilier avec la saga que j'adorais étant gamin, et donc ouais, je trouve la série incroyable. En fait ce que je regrette, c'est juste le temps entre la saison 1 et la saison 2, parce qu'en fait avant même la sortie de la saison, ils avaient annoncé qu'une saison 2 était actée. Donc en fait, on se disait, ils ont peut-être déjà commencé à la tourner. En fait, ils pourront enquiller assez vite. Et en fait, là, de laisser 1 an entre les deux, c'est 12 épisodes, un peu moins d'1 heure à chaque fois. Ouais, j'aimerais bien que ce soit peut-être moins long, la saison 2. Peut-être que tu peux réduire à entre 8 et 10, peut-être. Je crois qu'ils ont annoncé 12, mais en tout cas, le temps d'attente entre les deux, alors ça va peut-être permettre à des gens de découvrir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, il va falloir se remettre dedans dans 1 an et demi. Et c'est un peu embêtant, ça. Si elle sortait cette année-là, cette année, ça aurait été pas mal, je trouve. il y a une logique, effectivement, d'aller piocher un petit peu partout dans ce qui était l'univers étendu pour rendre canon, en tout cas, quelque chose. Nanix, Andor, pari accompli. Andor, pari risqué, pari réussi, parce que déjà, on rappelle que la série, c'est le spin-off du film Rogue One, et que Rogue One, c'est déjà un pari, puisque c'est un petit bout, vraiment une anecdote, une mission dans les innombrables missions de Star Wars, un petit bout de l'histoire qu'on te raconte sur un peu moins de 2 heures, et dans lequel tu sais personnellement comment ça va se finir, et malgré ça, tu arrives à t'attacher au personnage. Donc ça, c'est un pari de fou. En fait, ce qui est bien dans cette série, c'est aussi le problème qu'a Star Wars aujourd'hui, c'est nous permet de nous attacher à de nouveaux personnages, entre guillemets, même si c'est des choses qui se sont passées dans un passé qu'on connaît déjà, des personnages qu'on n'a jamais vus. Je pense notamment à tout ce qui touche à l'Empire, etc. Il y a des persos, déjà, l'acting est bon. Leur archétype est vraiment stylé, et je me dis, ok, j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent. Ce qui est un peu le problème des autres projets Star Wars qu'il y a eu depuis. Donc, comme quoi, on n'arrête pas de dire que le plus dur pour Star Wars, c'est peut-être de sortir de l'héritage Skywalker, de proposer quelque chose de fort avec des personnages iconiques. Comme quoi, c'est peut-être pas si dur que ça, en fait. Juste qu'on prend le temps d'écrire et vraiment de donner à des personnages une bonne profondeur, ça peut être stylé. Donc, j'ai adoré. Je suis d'accord avec vous, tous les deux, surtout toi, sur l'histoire du braquage. C'est vrai que le début de la série, pour ceux qui n'ont pas vu, ça peut te faire décrocher. Je crois que l'épisode 1 à 4, t'es en mode, ouais, ce serait bien que ça démarre. Par contre, une fois que ça démarre, je pense notamment à la fin, à une certaine marche, on dirait pas plus, vraiment stylé. Mais peut-être que toi, tu disais, c'était c'était pas si difficile de sortir de tout ce qui est la série des Skywalker. Le souci pour Disney et Lucasfilm, c'est que la série a moins marché en termes d'audience que les précédentes, qui s'appuyaient sur des personnalités beaucoup plus connues. Donc j'espère que ça va pas les rebuter. A priori, non, de ce qu'ils ont annoncé, ça va pas les rebuter à explorer d'autres horizons et vraiment de s'affranchir de ce qu'a lancé George Lucas. Mais on savait qu'on pouvait avoir peur de ça. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que Andor a fonctionné mieux que peut-être, en tout cas en termes de qualité, pas d'audience, mais que Obi-Wan par exemple? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il a Andor? On en a parlé sur d'autres antennes, mais oui, certes, mais je trouve que ce qui a fonctionné, c'est que, comme on l'a tous plus ou moins dit autour de cette table, c'est qu'ils se rattachaient pas nécessairement à un aspect nostalgique de la série, qu'ils essayaient au contraire de mettre en avant des personnages ou des histoires dont on entendait parler, qui faisaient appel à l'imaginaire collectif qu'on avait déjà créé auparavant, et les restituer dans quelque chose de concret, de réel. Après, je pense qu'effectivement, le gros problème, ça a toujours été quelque part la lenteur, mais la saison 2 me donne justement espoir
que c'était pour set-up des trucs qu'ils allaient ensuite accélérer comme pas permis sur la saison 2. On a, maintenant qu'on s'est attaché justement à ces nouveaux personnages, particulièrement après ce discours incroyable, enfin, clairement, tu vois, je pense qu'il y a vraiment le terreau d'activer des nouvelles choses dans Star Wars. Et je pense que c'est pour ça que les fans de la première heure, qui n'ont pas nécessairement été convaincus par Obi-Wan ou des trucs comme ça, seront au rendez-vous pour la saison 2, c'est sûr et certain. Tu vois, c'est pas les mêmes enjeux. Andorre, tu pars presque d'une feuille blanche. La seule chose que tu sais, c'est que c'est l'acteur que tu as vu, c'est Cassian Andor que tu as vu dans Rogue One. Et tu sais que dans Rogue One, c'est vraiment pas un mec très clean. Ouais. Et on t'explique, on va te montrer à quel point il est devenu ce mec pas clean que tu vois dans Rogue One. Obi-Wan, tu sais que le mec a un charisme de fou en soi. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a ça. Et rien que par le nom, t'as un cahier des charges dans la tête d'un fan où tu te dis, il peut pas y avoir moins que ça, moins que ça, moins que ça, moins que ça. Et la série démarre et tu te dis, ok, il n'y a pas ça, 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 il n'y a pas la qualité, il n'y a pas le truc, il n'y a pas le machin. Et Obi-Wan, enfin, Andorre, en gros, moi, je vous dis vraiment mon point de vue. Hein. Andorre, c'était juste moyen, c'est pas grave, parce que tu prends un risque. Obi-Wan, c'est un titre. C'est comme si demain, tu fais la preuve, tu as fait le film sur Han Solo, le film s'est foiré. Obi-Wan, t'es en mode, il faut que ce soit au moins comme ça. Si c'est juste moyen ou juste ok, ce sera une sacrée déception. Alors, on va pas non plus parler de ce qui a été. Maintenant, on va essayer de se projeter dans ce qui a été annoncé de nouveau. Puisque Obi-Wan Kenobi, juste en un mot, il n'y aura pas de saison 2 pour l'instant. Il y aura peut-être quelque chose, mais on l'exclut pas, mais dans très longtemps. Ça fait 15 ans qu'Ewan McGregor a mis 15 ans à revenir, à dire non, je veux pas trop. Voilà. Mais maintenant, il est en train de dire je suis gavé chaud pour la suite. Appelez-moi, il n'y a pas de problème. Mon banquier m'a appelé. Juste, par contre, si vous cherchez sur YouTube, il y a un mec qui a fait des effets spéciaux sur Andor qui est en train de prendre les 6 épisodes de Kenobi pour en faire un film donc de 1h40, un truc comme ça, et il refait tous les effets spéciaux, etc., etc. Donc là on a... Mais ça s'appelle pas Star Wars Rebels ? Non, c'est plus... On a le grand inquisiteur qui a vraiment la tronche normale, on voit quelque chose sur le combat de fin, il y a des flashbacks intégrés à gauche, à droite, etc., et du coup ça prend tout son sens. C'est évidemment un truc, il y a 2 trailers qui existent, je les partagerai sur mes réseaux. De toute façon, Obi-Wan, au départ, c'était un projet de film. Alors, c'était peut-être pas exactement cette histoire-là, mais ça a été un projet de film qui est devenu une série, et comme Boba Fett, pareil. Alors, comme je disais, on va essayer de se projeter un petit peu vers autre chose, puisqu'en 2024 également, on aura la série The Acolyte. Ça a l'air classe. Ça a l'air gueudin. Nouveau logo, déjà. C'est important. Nouveau logo. Et la série est présentée donc par Kathleen Kennedy comme un mélange, attention... J'adore. Camoulox, entre la Reine des Neiges et Kill Bill. Voilà. L'histoire se passera pendant la Haute République, donc c'est à peu près 200 ans avant les événements que vous avez dans la trilogie originale. Et on apprend qu'il y aura enfin un Wookiee Jedi. C'est un truc qui existait dans l'univers étendu, et donc là, ça arriverait. Donc voilà, The Acolyte, donc j'ai vu que vous avez réagi tout de suite. Pourquoi ça vous a tapé dans l'œil ? Parce que déjà on tape sur une période de temps qui a été extrêmement creusée dans l'univers étendu qu'on a aujourd'hui oublié un petit peu tristement, mais aussi parce qu'on arrive, a priori de ce qu'on a vu, même si on ne l'a pas vu, des trailers qu'il y a eu, qui ont un tout petit peu fuité, qui n'ont pas été mis à disposition officiellement, pas mal de plot twists sur, ou plutôt de creuser l'histoire sur les sites, plus la culture site en elle-même. Je pense que c'est aussi un des pans de Star Wars qu'on a bien étudié dans l'univers étendu et qu'on n'a pas encore dans le canon officiel, qui est super intéressant. On a un casting qui est incroyable, accessoirement, notamment Kerry-Ann Moss qui va jouer a priori une Sith de ce qu'on a vu, de Matrix, pour ceux qui connaissent. Donc il y a Trinity, voilà, tout bêtement. Donc il y a un potentiel fou sur cette série, et des premières images qu'on n'a pas vues, évidemment. Ça te met une ambiance assez sombre, assez thriller, qui je trouve correspond bien à un Star Wars de cette époque-là, quoi. C'est prévu pour être, juste pour resituer, c'est prévu pour être un petit peu la montée en puissance de ce qui va arriver par le complot de Palpatine, etc. Donc c'est l'histoire, mais vue par les sites. C'est bien ça. Ce qui est cool, et c'est que quand le projet avait été annoncé, c'est la créatrice de la série Poupée Russe sur Netflix, donc tu dis, bon, potentiellement c'est cool, le casting effectivement est bien. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a fait le plus tiquer, mais dans le bon sens, c'est vendredi quand ils ont parlé des images en disant ça se passera bien avant l'épisode 1. Et tu te dis, voilà, enfin, on en parlait de ce côté de se détacher vraiment de l'histoire. Là, a priori, quand même, tu as peu de chances qu'ils fassent intervenir des gens qu'on connaît.
À part Yoda, normalement. Voilà, c'est Et ça. alors, justement, l'Ancienne République, c'est un segment de l'histoire de Star Wars que Disney vient de rendre officiel. Oui, avec une frise un peu à la Il y a- Marvel. il y a, ouais. une frise à la Marvel. Et en fait, ce qui se passe, qu'il faut comprendre, c'est que ça a commencé par une série de livres. Ces livres ont donné des BD. Et de ces BD, on commence à avoir des produits comme des séries télé, peut-être des films bientôt. Et donc, c'est vraiment l'idée d'aller taper en dehors de la chronologie qu'on connaît de l'Empire et de tout ce qui s'y rapporte. Donc là, sur l'Ancienne République, on est, je vous dis, plusieurs centaines d'années avant. Un Wookiee Jedi. Alors, Joué par l'acteur qui jouait Chewbacca dans les derniers. juste Quand j'ai vu dans dans Bad Solo, Batch saison ouais. 2, il y a déjà un Wookiee Jedi. Ouais, je tiens à Ah, préciser que parce qu'on me dit on dit pas Dawan et pas Rookie. Non, Ah oui, j'ai non. beaucoup oui. aimé la blague. Mais non, un Wookiee donc avec un sabre Ah laser. bah oui, d'accord. celui-là. Qu'est-ce qu'on en pense? En animation, ça passe bien. En vrai, il va falloir voir parce qu'il a une grosse patte quand même, un Wookiee. Donc comment il tient un sabre, tout ça. Ça va être blindé d'effets spéciaux, ça c'est sûr et certain, mais ça peut être bien Après, en fait. plus, je l'imagine faire des saltos à la Yoda, ça va être tellement drôle. Non, ça peut être intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment sur ce projet, mais c'est un peu ce que vous avez déjà dit, mais ça rejoint aussi Andor, c'est que je trouve que ça fait passer Star Wars vraiment du côté adulte. Ouais. Oui. C'est-à-dire que quand t'es gamin, et moi je vois avec mon fils, en gros, il veut être Jedi, et tu vois, les Jedi c'est les gentils. Et d'un coup, si on te montre que voilà ce que pensent les Sith, et en fait, sur certains trucs, ils ont peut-être pas tout à fait tort. Et c'était ce que montrait la série animée Tales of the Jedi, où en fait, on te montre que le comte Dooku, il s'est un peu détourné des Jedi, parce que les Jedi ont un peu lâché l'idée de démocratie et tout ça. Ouais, il y a quand plein tu de trucs creuses un hyper peu l'idée intéressants. des séparatistes, Voilà, en il y a étant adulte, Voilà, tu fais Même mais quand c'est- ouais, tu- en fait, je ils- comprends pas mal en Ouais. fait. Exactement. Quand tu revois la prélogie aujourd'hui, tu te dis, bah, les Jedi, finalement, ça fait pas Ouais, rêver c'est tant que ça. kiff-kiff, hein. hein. Ouais, Et- c'est ça. Et Andorre, c'est un peu la même chose. Tu te dis, sous occupation, tu as envie de dire, oui, je serai le héros. Mais en fait, est-ce que vraiment tu es le héros? Si on menace ta famille, est-ce que tu es le héros? Est-ce que dans l'espèce de musée là, où va Stellan Skarsgård, est-ce que tu fais semblant de parler à demi-mot tout le temps avec des mots codés et tout ça? Au bout d'un moment, c'est pas une vie. Ou ce que vit Mon Mothma en devant cacher à son mari, machin. Donc en fait, au bout d'un moment, tu dis, est-ce que c'est pas plus facile de lâcher et d'être du côté là où la balance va tourner en ma faveur, quoi? Mais qu'as-tu Donc ça- sacrifié, Johan, pour la rébellion? Mais- Qu'as-tu Voilà, sacrifié? non, mais je trouve que ça pose plein de questions Ouais. qui vont au-delà du je veux être le gentil et c'est parce que c'est cool d'être le gentil, quoi. Et ça, c'est vachement bien. Tiens, tant que t'es debout, le mélange, la Reine des Neiges et Kill Bill, comment tu vois ça? Bah, c'est la fin de Kill Bill, en fait. Kill Bill 1 avec Lucy Liu et Uma Thurman dans la neige, en fait. C'est ça, finalement. Ouais, non, ça c'est un Ouais, peu non, facile. Mais oui. j'ai du mal à voir ce que ça veut dire, en fait. Bah, c'est genre un récit d'émancipation féminine, mais assez violent, par Disney, qui du coup veut recaser la Reine des Neiges quelque part. Ah, c'est ça, ouais. Et Moi, peut-être qu'il y aura des chansons, c'est peut-être ça. Oula. Ou un bonhomme de neige. Il y en a déjà eu dans Star Wars Vision et c'était pas glorieux. Ça ira, les Oh, chansons. c'est vrai, t'as Ça ira, raison. les Ouais. chansons. Merci. Autre série, alors là on va quitter le côté peut-être adulte pour aller vers quelque chose de plus enfantin, mais Oui, belle transition. ouais. la référence c'est les Goonies. Oui. Et toutes les productions Amblin donc de cette époque-là, c'est-à-dire le studio de Spielberg en gros. Skeleton Crew a dévoilé son casting composé majoritairement d'enfants, en plus donc de Jude Law. J'aime beaucoup la police. J'aime beaucoup la DA Skeleton Crew. Et donc du coup là on sera sur une série de John Watts. John Watts, c'est le monsieur qui a fait la trilogie Spider-Man pour le MCU. Ouais, et qui devait faire les 4 Fantastiques avant de dire j'ai pas le temps chez Star Wars. Bah, Alors, ils seront showrunner, même s'il risque de réaliser. Il sera showrunner, même s'il risque Ok. de réaliser un épisode ou deux. Par contre, ils ont vraiment mis l'accent sur qui va réaliser les épisodes de cette série. Et parmi eux, on a les grands favoris de Johan, les Daniels. C'est ceux qui ont réalisé notamment Everything Everywhere Mais qui All sont at doués. Once. Mais qui sont doués. Ouais. Mais qui sont doués. Mon problème, c'était le multivers sur Everything Everywhere. C'était pas eux. On parle aussi de David Lowry. Je ne sais pas qui. c'est en fait le monsieur qui avait fait The Green Knight, A Ghost Story, et qui a fait le remake de Peter et l'autre dragon et le remake de Peter Pan qui sort sur Disney Plus à la fin du mois. Donc un mec qui est très doué visuellement, qui a une vraie patte, et en fait son remake de Peter et l'autre dragon, c'était vraiment un excellent film Amblin dans l'esprit. Dans l'esprit. Ouais. Donc il a, et après faut voir après dans un Star Wars, mais au moins il a l'ADN. Et le dernier nom comme ça un peu important qui est mis en avant, c'est celui de Bryce Dallas Howard. Oui. Donc, ouais, Meilleurs là- épisodes de Mandalorian. qui est Il une travaille habituée. déjà sur Mando. Hein. et Bah, sur le Boba dernier en date, Fett, c'était elle. voilà, donc c'est les meilleurs épisodes de ces deux séries en général. C'est vrai en elle plus. qui les a réalisés. Il est déjà vous dans la savez maison, pas- quoi. Si vous ne savez pas qui est Bryce Dallas Howard, Revoyez les Jurassic World, même si ça va être difficile. voilà, c'est cette demoiselle que vous avez vue dans. Et c'est la fille de Wicket. L'Ewok. Pas du tout. Non, là, c'est la fille du réalisateur de Solo. de Willow, voilà. Ah, et voilà. Pardon. Non, J'ai mélangé. J'ai De sauté Ron une Howard. étape. C'est la fille de Ron Howard qui a fait Willow. Voilà, Voilà. ça y Et est, qui a c'est fait, bon, qui a fait et Solo. donc, juste elle est après. dans les Jurassic et elle est aussi dans Black Mirror, dans l'épisode Oui. de San Junipero Tout à fait. notamment.
Et ça a été une des bonnes surprises parce que dans Mandalorian, il y avait d'autres réalisateurs, on va dire, plus connus. Elle a fait ses premières armes vraiment sur Mandalorian. On a fait pourquoi Bryce Dallas Howard fait ça. Puis en fait, c'était des super épisodes. Elle se débrouille bien, ouais. C'était mieux que des gens. Robert Rodriguez. Voilà. Alors, Skeleton Crew, est-ce que c'est un truc où t'amènes les enfants, Nanix? Je sais pas trop parce qu'on nous l'a vendu sur 2 plans, c'est les Goonies, puis attention, c'est peut-être un peu plus sombre que ce que ça y paraît, donc j'ai pas vu d'image. Moi, je sais pas s'il y a des images en plus qui ont des images non. Non, je crois qu'il y a eu qu'un concept art. D'accord. Non, Ouais, il y a eu un trailer. Ouais, parce que la série, de ce qui se dit, elle serait diffusée entre fin 2023 et début 2024. Okay. Là où The Acolyte arrivera plus tard dans l'année et ils ont déjà des images. Donc, puis ça fait un peu de temps que Il y a ça un entend là. trailer en fuite qui a été diffusé que sur la Star Wars Celebration, mais qu'on peut trouver sur Google. Comme dans toutes les conventions. Je l'ai même pas regardé parce que moi j'avoue que ça m'intéresse pas du tout. C'est peut-être la série qui réconciliera de nouveau mes gamins avec Star Wars. C'est-à-dire que là, ils étaient retombés dedans avec The Mandalorian et ils ont lâché véritablement au début de la saison 2. Pourquoi ? On se demande. Donc peut-être que cette série peut les réconcilier. Ouais. Tout à l'heure, Johan, tu parlais de Tales of the Jedi, donc saison 2 annoncée. Ouais, ça c'est cool. Ça. C'est cool. Tales of the Jedi, si vous n'avez pas regardé, c'est dispo sur Disney+. Moi, je vous le conseille ardemment. Tout simplement parce que c'est l'envers du décor de ce que vous connaissez. C'est-à-dire que c'est le chaînon manquant qui explique les réactions de certains personnages, et notamment de l'époque des Clone Wars. Tu parlais du comte Dooku, mais pas que. Il y a aussi les origines d'Ahsoka, entre autres. Ouais. Qui est la partie la moins intéressante de la série. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis que au lieu de faire une série entière sur Obi-Wan ou sur Boba Fett, peut-être que ça pourrait prendre la forme de petits courts-métrages comme ça. Ça passe vite, t'expliques certaines choses, tu peux même bien le faire, plutôt que de vraiment consacrer 6 heures à un truc qui ne racontera pas grand-chose. Je suis Boba Fett. Oh, j'ai une petite grippe. Ouais. Vite dans la Kubabata. J'irais même un peu plus loin sur ces trucs-là. C'est vraiment l'admission de. On n'aurait peut-être pas dû dégager l'univers étendu à la base, donc on va le réhabiliter autant qu'on peut. Ouais. Clairement, il n'y a pas de grandes nouvelles idées dedans non plus, quoi. Alors par contre, là où il y en avait de nouvelles idées, et je vais me tourner vers toi, la petite touche Weeb de ta contribution, entre autres. Je me demande bien de quoi tu vas parler. Puisque la saison 2 de Star Wars Vision arrive le 4 mai, donc le May the Force, le jour Star Wars, sur Disney+. 9 nouveaux courts-métrages, dont un français, avec le studio La Cachette. Il y a aussi le studio Hardman qui avait fait en pâte à modeler les Wallace et Gromit. Tout à fait. Star Wars Vision, donc beaucoup de studios japonais qui prennent du Star Wars et qui en font un peu ce qu'ils veulent parce que c'est pas canon, c'est annoncé de base. Ouais, ça valait quoi ? Sur la saison 1, c'était effectivement le concept de dire on file ça à des créateurs japonais parce qu'évidemment la tradition de l'animation, etc. Ça a donné un mixed bag, comme on dirait. Il y avait de l'excellent et il y avait du plutôt mauvais. Notamment, on a parlé l'épisode où il monte un groupe de rock. Où, bon... Ah oui, c'était pas bien ça. Ouais, oui, c'est le deuxième. Il est affreux. Pourquoi ? Après tout, pourquoi pas aussi ? Là, on est sur en fait une ouverture du concept de Vision à l'intégralité des studios d'animation à travers le monde. Ça fait super plaisir. Du coup, là, on voit des petites images, notamment du studio de Wallace et Gromit, où ça a l'air d'être très comique aussi, donc j'ai un peu peur, mais fondamentalement, ça sent la badasserie la plus absolue. Et l'avantage de Vision, c'est que vu que c'est pas canon, ils peuvent faire des dingueries. Et dans un univers comme Star Wars, les dingueries, c'est quand même le moment où s'éclate le plus généralement, quoi. Mais notamment dans la première saison, il y avait un épisode avec très Shambhala, très samouraï, avec notamment une ombrelle laser. Qui donne des effets plutôt sympathiques en termes même de mise en scène et tout ça. Là, le trailer s'ouvre sur un double sabre magnifique. T'as l'envie, quoi. Puis c'est un peu la même approche que Love, Death and Robots sur Netflix, et que chaque studio ait un peu la possibilité à la fois de donner sa carte de visite, de se faire connaître du grand public, parce que souvent déjà les studios d'animation on les connaît pas beaucoup au niveau du grand public, et puis les courts-métrages encore moins. Et puis en fait, des fois, ça révèle aussi des nouvelles façons de faire de l'animation. C'est-à-dire que on sait que Pixar utilisait, par exemple, a l'habitude d'utiliser ses courts-métrages pour presque tester les technologies du film suivant, enfin du long-métrage suivant, et que c'est juste un galop d'essai. Et là, en fait, on sent vraiment qu'il y a plein de tentatives dans l'animation, et c'est vachement bien ce genre de projet. Et puis j'ai la naïveté de croire que ça peut donner des idées. Tu disais le fait de pouvoir, comme c'est pas canon, on peut faire un peu ce qu'on veut, etc. Il y a l'animation, il y a l'écriture, il y a le scénar derrière, et je me dis, cet épisode, il est vachement bien quand même, vachement publicité du public. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où peut-être qu'on... Voilà, donc c'est mon côté un petit peu naïf, mais moi j'aime bien ces petits projets indépendants dans lesquels tu manges, tu picores, et tu sais que ça va pas foutre en l'air ce que tu suis, le continuum espace-temps et ton fil rouge autour de Star Wars, mais... Je me dis à chaque fois, et pour l'avoir vu sur d'autres produits que Star Wars, en l'occurrence, me dire
quand même, là, cet épisode, il vaut quand même le coup que vous creusiez un petit peu les méninges, que vous perdiez 4-5 heures de votre vie, petite réunion, et on voit ce qu'on peut faire avec cette histoire-là, quoi. Donc voilà. Ouais, tu le verrais un peu comme quand on fait un appel d'offres, c'est les Exactement. projets qui arrivent en finale. Exactement. En gros, de se dire, sur la saison, il y a combien d'épisodes pour la saison 2 du coup ? Une dizaine, Une dizaine, ouais. pas l'info. Sur les 10 épisodes, il y en a peut-être 2 qui sortent du lot. Voyons comment on peut essayer de les raccrocher. Alors, 9. 9. Faites ça bien, parce que des fois, on raccroche des histoires à des petits plans d'un fil rouge, ça n'a plus rien à voir, mais juste comment on peut le raccrocher, ou peut-être même faire un spin-off, j'en sais rien. On dit toujours Star Wars, c'est un manque de créativité, mais l'avantage de Vision, je trouve, c'est de permettre à des gens de faire un peu tout et n'importe quoi avec cet univers-là, et parfois, il y a du bon qui en ressort. C'est la prochaine série qui arrive, ça sortira le 4 mai. Et si je peux ajouter un mini truc, c'est qu'aussi pour les. Je pense que c'est une respiration hyper intéressante aussi pour les animateurs. Qui, je vais pas donner de nom, mais on connaît des animateurs et en fait qui s'embarquent sur des projets qui au départ sont hyper artistiques ou créatifs. Puis après un long métrage d'animation, ça coûte cher. On dit on va rentrer dans les clous, puis on va faire en sorte que ça réponde au plus large public possible. Donc en fait, on va gommer toute l'originalité du projet et puis on va faire un peu ce qui se fait ailleurs. Et en fait, là, de dire, en fait, il n'y a pas d'enjeu d'entrée, l'important, c'est de faire un truc unique en son genre. Je pense que les gens qui bossent dessus doivent s'éclater. C'est pour ça que j'ai un petit doute, même si j'adorerais que ce soit vrai, mais sur le fait qu'une idée d'un court-métrage Star Wars Vision pourrait devenir un film ou une série, c'est que voilà, après, on va rentrer dans des enjeux qui sont beaucoup plus élevés, qui sont même énormément plus élevés que sur un court-métrage où presque il y a à peine d'enjeux. Ouais. Donc j'aimerais bien que ce soit ça, mais je rejoins Yoann là-dessus, qu'à un moment, au moment où le marketing va rentrer dans les discussions, ça va être un peu tendu. Mais on a un exemple chez Disney qui est What If, où pour le coup on avait vu toute l'idée de Captain Carter, etc. dans What If avant qu'il soit utilisé dans Doctor Strange. Donc potentiellement, pourquoi pas avec Star Wars. Voilà. Oui, plutôt que de faire une œuvre complète, ça peut être de l'inspiration, de thématiques, etc. On va accélérer un petit peu et passer sur le grand écran, si vous le voulez bien, puisque 3 projets ont été annoncés. Il y en a qui sont encore aussi au frigo. C'est dangereux le grand écran. Mais voilà, 3 projets, et alors pour le coup, 3 projets très variés, puisqu'il y en a un qui va parler de ce qui se passe 15-20 ans après l'épisode 9. Il y en a un qui va parler plusieurs milliers d'années, 25 000 ans avant tout. Okay. Et un autre qui va justement être peut-être le fameux chaînon manquant entre la trilogie originale et la postlogie. On va commencer par le retour de Rey. Rey Skywalker, Rey Palpatine. En tout cas, le retour de... j'ai oublié son nom, Daisy Ridley. Le film se déroulera 15 ans après les événements de Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Rey aura pour mission de reconstruire l'ordre Jedi. C'est un film qui sera réalisé par Charmin Obaid Chinoy, qui a déjà réalisé quelques épisodes de la série Miss Marvel. Donc on file vraiment à Rey l'émission de Luke. C'est ça, Danix ? Ouais, et youpi. Et yes, et ce seront mes 3 seules contributions. Blague à part, vu que je fais partie de ceux qui ont détesté la postlogie et que Rey, malheureusement, j'ai rien contre l'actrice. L'actrice, elle est cool. Juste son personnage, il est mal écrit, je trouve, mal foutu. Et qu'elle paye en plein pot, ce personnage paye de plein pot tout ce qui a été mal fait dans cette trilogie-là. En fait, j'ai envie de dire, je suis désolé, mais là, à date, si tu me poses la question, Menro, je m'en fiche un peu de savoir ce que Rey va faire et ce que Rey va devenir. En fait, ça ne m'intéresse foncièrement pas du tout. Le fait qu'elle remonte une école de Jedi, elle a décidé qu'on arrêtait avec les Jedi. Mais ceci dit, il y a un truc très symbolique en fait dans cette idée de reconstruire l'ordre Jedi. C'est-à-dire que tu sens que c'est un peu reconstruire ce qu'ils ont raté avec le dernier film. Et puis, je pense que c'est une bonne idée en fait de situer ça 15 ans après le dernier film. C'est-à-dire que tu peux ne faire revenir aucun autre personnage. Par pitié, oui. ça s'explique parce que si ça passait 6 mois après, tu dis mais vous êtes tous perdus de vue. Là, ils peuvent être morts, ils peuvent être loin et revenir à un autre moment. Au moins, je trouve qu'ils se rattachent à un personnage connu, mais ils l'écartent assez de l'histoire centrale pour peut-être proposer quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose de bien aussi, c'est qu'ils ont annoncé 3 films, mais ils n'ont pas annoncé des épisodes 10, 11 et 12. C'est vraiment 3 films séparés. Il n'y a pas vraiment de titre et encore. C'est bien en fait qu'ils s'écartent en fait de ces blocs en trilogie comme ça, comme ils ont fait jusqu'ici. Mais le souci que j'ai avec ça, c'est que philosophiquement, ils font encore une Rey différente, quoi. C'est tout le problème de la postlogie a été qu'ils savaient pas quoi faire de Rey à chaque fois qu'ils le filaient à un nouveau réalisateur. Enfin, du coup, ça s'est barré en steak à chaque fois. La fin de l'épisode 9 et tout le fait d'avoir un héritage Palpatine Skywalker, ça l'a conduit à être une Jedi neutre. Je me souviens plus du terme, mais le sabre Jedi gris avec le sabre orangé. Jaune, ouais. Et là, on te dit, en fait, elle va refonder l'ordre Jedi. Mais pourquoi, alors que dans toute la postlogie,
On te fait clairement comprendre au bout d'un moment qu'on essaie de dire que finalement les Jedi on s'en fout et les Sith aussi. Et là, d'un coup, on revient encore à un Ça va peut-être être la logique de se passer 15 ans après. C'est qu'il y a peut-être une explication dans le fait de comment elle a évolué pour que finalement, en fait, elle revienne sur ce que je ne voulait pas être. Ça peut réhabiliter le personnage parce que en fait, plus que le personnage, l'actrice, je trouvais excellente. Star Wars a ça de bien, c'est que tu vois Ahmed Best justement dans Mandalorian, tu vois Hayden Christensen qu'on a voulu nous faire passer pour un bon acteur, alors que finalement toujours pas. Mais voilà, tu vois que les fans en fait sont contents et même là encore, Daisy Ridley. Les fans vraiment ont explosé quand elle est arrivée, quand ils ont appris que son personnage était revenu. Donc c'est bien qu'en fait Star Wars puisse permettre, avec des orientations différentes, de donner des secondes chances à des comédiens ou des personnages. Les fans ils sont contents parce que de toute façon, en soi, sur la postlogie, Rey, c'est pas le pire. Enfin, son personnage est mal écrit, c'est une chose, mais c'est pas le pire personnage. Pour moi, il y a pire qu'elle dans cette trilogie-là. Surtout, c'est les enjeux pendant 3 films. L'enjeu principal, c'est quand même de savoir aussi, Rey, c'est qui en fait? C'est quelles sont ses origines? Puis à la fin, on te dit presque, on s'en fiche, elle a un sabre à laser, elle a la force, et puis je sais pas vers quoi ils veulent tendre vers ce personnage-là. Comme d'habitude, je ferai mes devoirs, j'irai voir le film quand il sortira, etc. Mais là, tout de suite, le train de la hype, c'est 0 étoile pour moi. Voilà. 0 étoile sur le train de la hype. Johan, juste un mot, le retour d'Adam Driver en Fantôme de Force, t'en rêves ou pas? Oui, non, parce que lui, il était bien. Non, là, pour le coup, on a un bon acteur aussi. Tu vois. Il est torse nu et comme as. Moi, la vraie question, ça rejoint ce que vous disiez, c'est que, en fait, il va falloir un méchant, un antagoniste, et du coup, il va y avoir un énième petit-neveu ou arrière-petit-fils ou je sais pas qui va vouloir refaire un second Thor. Là, a priori, la lignée est éteinte. C'est ce que j'espère. En fait, le film peut pas marcher. Ils ont fait revenir Palpatine dans le Peut-être que le méchant, là, tu sais, qui se fait one-shot dans l'épisode. C'est quoi Snoke, c'est ça? Snoke. Peut-être que Snoke a eu un fils. Voilà, le fils qu'il est pas mort, en fait. Non, le neveu. C'est le neveu de. Quelle va être la justification de l'antagoniste? Parce que en tout cas, le film et comme tu dis, le parcours de Rey ne peut marcher que si en fait si elle était à l'équilibre, si elle tombe du côté des Jedi, elle vient contrebalancer le fait que le mal a ressurgi de l'autre côté. Et donc en fait, tu dis ça va être un énième gars qui va monter un énième empire en s'inspirant une énième fois des TIE Fighters. Enfin, voilà, c'est ça qui me fait peur. Avec des sabres rouges. mais par contre, de la retrouver elle, parce que moi je trouve qu'elle est peut-être mal écrite, mais elle est vraiment iconique. Oui, le personnage. Et pour plein de gamines et tout ça. Et puis que la première fois qu'on la voyait moi je me souviens du premier teaser du Réveil de la Force, elle avait un truc avec sa tunique et tout. Tu fais putain, elle a un truc. Non, elle a un look. Elle a un vrai truc quoi. Donc elle a juste pas d'histoire quoi. C'est qui est chiant. Alors, voyage dans le temps, direction planète moins 25 000 ans, puisqu'on va parler, oui, je cite aussi Ayam quand je parle de Star Wars. Pas mal. On va parler d'un film sur le premier Jedi. Le premier Jedi, c'est pas le premier ordre, attention. Un film presque messianique qui serait réalisé par James Mangold. Alors James Mangold, qui a une carrière, en fait, il va falloir comme se pencher dessus, parce que le mec, en fait, dans quelques années, il aura offert un Oscar à Angelina Jolie et Reese Witherspoon. Il aura offert l'un de ses meilleurs rôles à Stallone. On en avait parlé récemment avec Copland. Et dans quelques temps, il aura réalisé un Marvel avec Logan, un Indiana Jones, puisque Indiana Jones 5 c'est lui, un Star Wars et peut-être un DC, parce qu'on a appris aussi qu'il allait écrire le film Swamp Thing sur la créature du marais pour James Gunn, et on n'est pas à l'abri qu'il le réalise. Le mec, il y a quand même un truc. Il a réalisé un des meilleurs films Marvel à ce jour. Un des meilleurs, parce que Logan fait partie du. En plus, Logan, et le mec est bon en plus. Du coup, ce James Mangold-là, qui s'attellera donc 25 000 ans avant l'épisode 4, déjà c'est très 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 loin, évoquer les origines de la Force et donc le premier Jedi. Alors, si on se base sur l'univers étendu, c'est une époque où c'est plutôt la maîtrise de la Force qui donne de la puissance à la lame. Il y avait des histoires de câbles parce que les sabres laser n'ont pas encore les batteries pour pouvoir être autonomes. On parle voilà, les prémices, les Sith n'existent pas, ou alors quand ils vont arriver, ce sera une race extraterrestre avant d'être un ordre. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, Johan? Là, on va loin, tu vois. En fait, moi, c'est James Mangold. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas James Mangold, je dirais je m'en fous de ce projet. Oui. Et parce qu'en plus, j'aime pas trop révéler les origines de tous les trucs. Au bout d'un moment, il faut laisser un peu de mystère. Parce que même lui, il a dit, je crois, dans les interviews ce week-end, il a dit on va vous expliquer comment a été fait le premier sabre laser de l'histoire. Est-ce que j'ai besoin de savoir ça? Je sais pas. Il fonctionne avec 2 batteries. Voilà. Par contre, si c'est lui, et en fait, comme on disait, ce mec-là, il n'a pas de style particulier, mais tout ce qu'il fait est hyper bien. Donc en fait, et on l'a vu en plus avec la dernière bande-annonce d'Indiana Jones qui a été dévoilée ce week-end, qui est juste, qui moi m'a mis les poils, pour le redire une deuxième fois dans cette émission. Donc moi, c'est plutôt lui plus que l'histoire en fait. Et c'est un mec en plus qui a un style qui vraiment, on le voit sur Indiana Jones, c'est qu'il a un côté très classique. Et ça se trouve, peut-être que sa façon de faire va revenir à faire écho à la façon de faire de George Lucas. C'est pour ça que tu parlais de
sabre laser avec la batterie, ça marcherait bien avec James Mangold, qui est vraiment, lui, essaye d'être le plus terre-à-terre possible. Mais c'était le cas de Logan, d'ailleurs, aussi, parce que exactement. on aime bien Logan, parce qu'en fait, il a les pieds dans le sable et qu'il n'y a pas de fond vert autour. Et qu'il y a très peu de mutants et de super-pouvoirs. Je pense que Logan prouve que James Mangold sait parfaitement gérer des figures mythiques en fait, de la pop culture. Il propose autre chose. A priori, Indiana Jones, on est plutôt bien parti pour que ce soit exactement le gars aussi. Donc quand tu lui dis, prends le premier Jedi, je suis pareil que toi, genre n'importe quel autre réal, j'aurais fait, oh là, j'y touche même pas. Mais c'est Mangold, je fais, oh, ok. Il est fort pour embarquer le spectateur dans une ambiance. Moi, Logan, je suis arrivé, j'étais dans une ambiance dès le début. Dès les premières minutes, je suis en mode, oula, tu sens que ce film-là va être totalement différent de ce que tu as pu voir autour. Il y a le côté très film classique, comme tu disais, avec des personnages iconiques dans lesquels tu dis non, pour que ces personnages-là existent, faut que ce soit un peu barré, bariolé autour de lui, pas besoin. Donc, je suis d'accord avec mes collègues. Parce que c'est James Mangold, le projet m'intéresse. Tu mets un autre réal, le projet sur le papier, il reste toujours intéressant, mais je suis pas sûr du résultat. On peut se tromper. Le film peut être mauvais, mais... Après, tu mets Spielberg, on serait quand même intéressé. Oui. Mais c'est vrai que je pense qu'on a tous réagi sur juste le nom du réalisateur. Ouais. Alors, à l'opposé, puisque là, on va quand même être hyper déconnecté de tout l'univers Star Wars, il y a un autre projet qui, lui, va être le film absolument connecté. C'est-à-dire, imaginez... Le Infinity War de Star Wars. Un igloo, la pierre qui tient tout en haut. Ce serait donc le film le Mandoverse. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de nom. Réalisé par donc Dave Filoni. Donc c'est le monsieur qui est derrière The Mandalorian, le livre de Boba Fett. Avec Jon Favreau d'ailleurs. Avec Jon Favreau. C'est lui qui est derrière, si je ne dis pas de bêtises, Rebels et Clone Wars. Ouais. Et donc l'idée, c'est de réunir un petit peu tout ça, plus la série Ahsoka dont on va parler juste après, pour en faire... au cinéma, un point d'orgue. C'est-à-dire que le point de chute de toutes ces séries, de tous ces dessins animés, ça arriverait sur ce film-là, avec c'est presque le endgame. Ouais, c'est ça. Et il y a de l'univers de quelque chose d'assez audacieux, c'est que tu vois, Endgame, c'était vraiment la conclusion de tous les films Marvel. Là, on te dit, est-ce que vous avez regardé les séries Disney Star Wars? Oui, non. Venez voir la conclusion au cinéma, ce qui est l'inverse de ce que Dave Filoni avait fait avec Clone Wars, puisque Clone Wars, c'était d'abord un long métrage vraiment pas bien, qui ensuite il a développé en série. Là, c'est un énorme enjeu, et après, par contre, c'est peut-être le projet qui me hype le moins, parce que des Filoni et parce que la saison 3 de Mandalorian. Tu te dis, va falloir qu'ils se mettent à raconter des choses, et je trouve pas que ce soit un très bon réalisateur, le peu qu'on ait vu de lui. Donc là, tu te dis, sur un film de cette ampleur en plus... je suis un peu perplexe pour le moment. Connaisseur du lore de Star Wars. C'est un excellent fan qui sait comment parler aux gens et comment effectivement exploiter les personnages, comment les développer aussi, pour le coup, parce que les persos qu'il a créés de lui-même, je pense notamment aux cowboys ou aux trucs comme ça dans l'univers étendu de Clone Wars, sont excellents. Mais j'ai les mêmes peurs que toi, et je rajouterais à ça, parce que quand j'ai vu l'annonce, c'est ce qui m'est venu, c'est du gut feeling, ça n'a aucun truc réel. C'est que je me suis dit, on connaît Dave Filoni pour le fait qu'il ne sait pas lâcher son bébé. À chaque fois qu'il est dans un projet, c'est un mec qui est dans le contrôle absolu, très relou. L'héritier de George Lucas jusque-là. Clairement. Et on connaît Disney aussi sur le fait que dès qu'il y a un truc qui marche, faut en faire 10 projets. J'ai un petit peu, quand j'ai vu cette annonce, je me suis juste dit, Disney veut encore une fois refaire un 10e Avengers. Dave Filoni a vu ça et a fait j'ai pas envie, mais vous avez mis forcé, et vu que je veux tout contrôler, je vais prendre le truc. Mieux vaut moi qu'un autre. Ouais, voilà, mieux vaut moi qu'un autre, et je le sens tellement mal en fait, ce projet. Mais parce que la marvelisation de Star Wars, dont on a beaucoup parlé depuis le rachat par Disney, on a vu que ça lui a pas fait que du bien, et là c'est vraiment, tu as cité Endgame, c'est vraiment l'exemple parfait, c'est vraiment le Endgame de tout ce qu'il a construit avec des séries, dont Boba Fett, qui a priori va être de retour. Ça va être bien. Il y aura Boba Fett, il y aura Ahsoka. Donc s'il y a Ahsoka, il y aura Thrawn, il y aura c'est le point d'arrivée de Rebels. Ouais. Mais il y aura aussi les Mandaloriens. Et c'est censé peut-être le début du Premier Ordre pour permettre justement entre le 6 et le 7 de faire ce lien. Alors, je dis pas de manière enthousiaste, je dis juste factuellement. Oui, c'est ça. On aurait eu les Rangers de l'espace si la série n'avait pas été annulée pour des raisons... vous savez, Gina Carano, qui malheureusement fallait pas mal parler sur Disney, elle l'a fait. Hop, fin du projet, faut partir. Mais surtout, moi, ce qui me dérange, c'est que la série Mandalorian, elle suffit à elle-même. Alors c'est cool qu'il soit dans Boba Fett, c'est d'ailleurs lui qui fait que la série est regardable pour au moins 2 épisodes et demi, n'est-ce pas? Mais est-ce que moi, quand j'ai vu le projet en mode, parce que c'est comme ça un peu qu'on l'a teasé un peu sur Internet, si vous voulez voir la fin de Mando, ce sera un film. Là maintenant, quand tu connais le projet dans les détails, c'est de voir la fin de Mando, mais qui sera aussi connecté avec Boba Fett et aussi avec Ahsoka, ce sera un film. Ça me hype
beaucoup moins, quoi. Je pense que Mando se suffisait à lui-même, et comme c'était un peu la pierre angulaire qui a permis à l'univers Star Wars de redémarrer, en tout cas en termes de série, ils ont voulu mettre à toutes les sauces. Seul problème, c'est que c'est bien, mais tu sens qu'en termes d'écriture, et je suis d'accord avec Max, faut raconter des choses. Il s'agirait de raconter des choses. Saison 1, on n'a rien dit, on a mangé, western dans l'espace, merci les gars. Saison 2, au milieu de la saison, on se fout un peu de notre tronche, mais c'est pas grave. Saison 3, c'est le côté, oui, il va se passer quelque chose, il serait temps que ça arrive. C'est le côté Walking Dead, ce que je disais hors caméra. Et puis il faut aussi savoir quand est-ce que sort le film, parce que s'il sort, a priori, les films sortiront à partir de 2025. S'il sort dans 3 ans, c'est-à-dire qu'on a encore au moins 3 saisons de Mandalorian facile, plus peut-être une deuxième saison d'Ahsoka. Donc ça veut dire une quatrième. Ça veut dire que vraiment, ils vont étirer la corde de Mandalorian. Donc, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Parce que maintenant qu'il y a cet objectif de film, bah, t'es encore plus sûr qu'ils vont retenir toutes leurs cartouches pour le grand final. Alors du coup, c'est ce principe de trop peu de beurre sur une trop grande tartine. Avant de tartiner nous aussi trop longtemps, je vous propose qu'on se regarde le trailer d'Ahsoka et on revient dessus juste après. Something's coming. Something dark. I sense it. This is a new beginning. For some, war. For others, power. It's been a while. Things have changed. I started hearing whispers about Thrawn's return as heir to the Empire. We have to prepare for the worst. The Jedi fell a long time ago. There aren't many left. Perhaps it is time to begin again. Ahsoka, un trailer qui envoie beaucoup. Nous, on l'a eu très très fort. Je saigne un peu de l'oreille. Oui, Monroe, que tu racontes. Mais attention au syndrome Obi-Wan. Est-ce que au syndrome série Star Wars. Après, c'est en ça que l'univers Star Wars est fort et comme on disait, il marche sur nous. C'est que tu vois 3 images de sabre laser, tu fais ça a l'air quand même pas mal. Mais là maintenant, aujourd'hui, on se dit, on a vu les bandes annonces de Obi-Wan, même de Boba Fett, on était assez hypé au départ. Et puis après, grosse douche froide. Mais bon, ça a l'air sympathique. Après Ahsoka, après Obi-Wan, je pense que c'est le projet qui a hypé le plus les fans. Quand tu regardes un petit peu Ahsoka, il y a que ce ton-là qui revient. Faut dire que Rosario Dawson, on dirait qu'elle est née pour le rôle. Voilà, non, mais en plus, elle était fan castée en plus. Vraiment, c'est des fans sur Twitter qui ont dit elle serait trop bien dans le rôle. Et Lucasfilm a vu le tweet et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée castée. Dédicace à notre Bitel National qui, depuis des années, appelle me dire oh, la série Ahsoka, je dis que dès que c'est annoncé, ça va être dingue, ça va être dingo. J'espère. Pour lui et aussi pour moi que ce sera pas déceptif, en fait, que l'attente sera récompensée et que le résultat sera au niveau de nos espérances, pardon. Mais ouais, c'est une des séries qui fait du bien, c'est l'une des séries qu'on attend le plus. Maintenant, à voir est-ce qu'elle sera au niveau. Je sais pas, moi, je suis comme vous maintenant, j'essaie de plus trop m'hyper sur Marvel avait encore réussi à m'avoir jusqu'à Ant-Man, mais sur Star Wars, j'essaie de plus trop m'hyper sur les bandes annonces. C'est dur, parce que tu vois 2 sabres laser, tu as envie de découper tout ce qui bouge dans ton salon, mais c'est très compliqué. Ouais. Alors, juste avant de vous donner la parole de l'autre côté, je rappelle donc que Ahsoka, donc on retrouve le personnage qui est introduit dans la série Clone Wars. Rosario Dawson, donc on l'a dit, reprend son rôle. Ouais. Synopsis. Ah, synopsis. Il est d'Allociné ou pas, ce synopsis-là Paul, il est d'Allociné, ce synopsis, ou il est de Lucasfilm? De Lucasfilm, ouais. Il a disparu, donc nous ne le saurons jamais. Au lendemain de la chute de l'Empire, l'ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d'une galaxie encore trop vulnérable. Donc c'est un préquel de Mandalorian, ça si je comprends bien. Ça.
La série se déroulerait après l'épisode 6. Ok. Ouais, donc parce qu'il y a 10 ans, ça il y a déroule 10 ans avant entre Mando, l'épisode parce que dans Mando, on la voit justement Ouais, c'est ça, avoir mais, les premières rumeurs de trolls. Ouais, mais je savais pas si c'était un retour du personnage. Parce que je me posais la question justement, quand tu vois le synopsis où t'es là de dire que c'est juste après l'épisode 6 Non, et je pense vraiment que Mandalorian se passe c'est 10 ans après. ça se passe dans la timeline suite à ce qu'on a vu dans Mando. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Parce que je Clairement, pensais aussi à un truc qui allait être à cheval entre avant Mandalorian et après ce qu'on avait vu. Non. Alors, il y aura peut-être des flashbacks. Ouais. Puisque Hayden Christensen, Christensen a été confirmé au casting. Donc soit des flashbacks, soit un fantôme de force, évidemment. Soit les deux. Soit les deux. Les deux. Ahsoka, Johan, je commence par toi. L'arrivée de Thrawn, est-ce que c'est quelque moi, chose Alors moi, je connais pas trop justement l'univers. C'est là où je commence à être perdu. Donc moi, je suis très très film. Donc en fait, il est bleu, c'est ça? Ouais. Je sais qu'il est bleu et qu'il est méchant. Je rappelle qu'il sera joué par Le frère de Mads Mikkelsen. le frère de Mads Mikkelsen, qui, Max nous l'a appris en off, était déjà voice acting Dans Star Wars l'acteur de Rebels. doubleur, ouais. En fait, De ce qui Rebels. m'a étonné, c'est que les gens en fait ont eu la surprise de découvrir. Parce que la bande-annonce, effectivement, ne nous montre que de dos. Et on dirait un peu de Diablo dans Eastman 2 d'ailleurs. Et en fait, ils ont révélé dans la foulée que ce serait lui. Et en fait, j'ai vu passer, disant, il reprend son rôle de Star Wars Rebels. Tu fais, ah oui, donc en fait, c'est pas une surprise du tout, finalement. C'est qu'en fait, ils ont juste fait comme ils ont fait sur pas mal de choses, notamment dans Mandalorian. C'est que Bo-Katan, en fait, c'est l'actrice qui l'a doublé dans la série animée qui reprend le rôle. Donc ça a du sens. Après, il faut le voir maquillé en bleu. Ça va être un autre délire. Et effectivement, on voit aussi l'actrice qui joue Maud Motma. Oui. Donc ça veut dire qu'il y aura sans doute des flashbacks, puisque sinon c'est pas possible. Ouais, mais donc sinon voilà, moi ça je sais que c'est un grand méchant du lore Star Wars, mais voilà, ça me hype pas plus que ça. Et moi c'est plus Rosario Dawson, comme vous disiez, qui est né pour ce rôle. Et au départ, quand tu vois le design d'Ahsoka, tu dis Ahsoka en live, normalement c'est casse-gueule. Oui, ça fait très tu caoutchouc. tu te mets des grandes couettes et tout, ça va pas le faire. Et en fait, elle est incroyable dans l'épisode qu'on avait vu, c'était dans la saison 2 de Mandalorian. Et puis Oui, il y en a 2-3. Ouais. Après l'épisode dans Boba Fett où elle revenait. Donc moi, juste pour elle. Et après voilà, moi justement, ça va m'étendre l'univers. Moi, je vais apprendre des trucs, voilà, que j'avais pas forcément regardé les séries animées. Alors Thrawn, même c'était un personnage qui était dans l'univers étendu. Je crois qu'il a été écrit. C'est une série de 3 bouquins rédigés par Timothy Zahn. Ah oui, ok. Et c'est l'héritier de l'Empire à la base. C'est vraiment suite à Palpatine, c'est là-dessus que se dirigeait la chronologie Star Wars avant la croisade du Jedi Fu et tout ça. Mais on va pas rentrer dans un univers qui n'est plus canon. Qu'est-ce qu'on en attend, mon cher Otax? Pour être tout à fait honnête, le trailer en lui-même, je n'en tire pas grand-chose. Je trouve qu'en termes de réalisation, de colorimétrie ou choses comme ça, on est dans la droite continuité de Mandalorian. Donc quelque part, ça va être satisfaisant, ça j'en suis sûr. J'ai un petit peu peur sur les combats au sabre parce que la dernière fois qu'on a vu Ahsoka se battre, c'était quand même mou du genou la caméra. Alors qu'en plus, on était face à une actrice de renom, donc c'est un peu dommage. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on est forcé d'admettre que Filoni a un pouvoir monstrueux sur l'univers Star Wars et que le duel Ahsoka-Throne, c'est clairement son chef-d'œuvre, c'est le truc qu'il a toujours voulu suivre. Donc tu sais que malgré tout, ce projet-là, ça va être son projet de cœur au milieu de tout le reste. Donc c'est celui qui va chouchouter le plus, c'est sûr et certain. Donc face à ça, et face au fait aussi que Thrawn, qui du coup, je suis pressé que tu le découvres parce que c'est un très bon personnage. Mais c'était un vrai méchant qui n'était pas encore un méchant Sith. Ouais, voilà, et c'est un rôle très subtil, et du coup de revoir l'acteur qui joue, c'est Lars Mikkelsen. Lars Mikkelsen, merci, qui jouait déjà dans Sherlock un rôle relativement similaire de cette intelligence froide qu'on retrouvera sur Throne, mais en bleu. Du coup, tout paraît s'aligner entre Ahsoka, Rosario Dawson et Lars Mikkelsen. Il n'y a plus qu'à réussir. Je pense qu'on est sur la bonne lignée. Et Titus Poulot qui vient distribuer des coups de sabre laser. Et Mary-Elizabeth Winstead, alors qui du coup sera tout en vert, donc Ramona dans Scott Pilgrim, et également Madame Ewan McGregor à la ville. Mais casting pas mal. Gros casting. Bon. Et Ray Stevenson, Titus Poulot, Ray Stevenson, qui n'a pas l'air très mobile. Non. Un peu, les saltos à la Yoda, ce ne sera pas pour lui non plus. Mais d'ailleurs, lui, je ne sais pas du tout quel rôle il peut faire. C'est le monsieur barbu que vous avez pu voir distribuer des coups de sabre rouge, orange.
Il émule un peu la dernière scène de Rogue One quand il arrive là, vas-y dégage de là machin. Oui, en moins bien. Donc du coup c'est pas forcément la meilleure introduction du truc, mais pourquoi pas. Écoutez, ça sort en août, donc réponse cet été. C'est un petit peu le tour des annonces qu'on voulait voir aujourd'hui. Évidemment, il y a eu d'autres petites touches à gauche, à droite. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Allociné, évidemment, pour avoir le côté exhaustif des annonces. Nous, on enchaîne avec le reste des news dans l'actu, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Pas de jingle. On enchaîne tout de suite avec notamment la fin du tournage pour The Boys. Puisque Anthony Starr, le Homelander, a posté des photos de lui, visage ensanglanté. Alors, rassurez-vous, c'est du maquillage. Puis une photo de lui dans l'avion, signalant qu'il avait terminé le tournage de la saison 4 donc de The Boys. Quelques jours plus tôt, c'était Simon Pegg qui signalait aussi en avoir fini pour sa part. Pas de date de diffusion. Est-ce qu'on l'attend ? Est-ce que c'est un truc qui vous hype ? Oui, toujours du côté de Nanix. Oui, toujours, Pareil. monsieur. The Boys, c'est trop bien. The Boys, c'est trop bien. On n'a presque pas assez à chaque fois, en fait. Voilà. Un épisode par semaine sur Prime Video. Je crois que c'est toujours 2 épisodes pour lancer la saison et ensuite un épisode par semaine. La force de cette série, c'est que déjà, l'histoire est toujours cette scène finale qui te renvoie à la saison d'après, qui marche, filon, qui est exploité par toutes les séries, mais sur The Boys, ça marche, on ne peut mieux. Je suis faible, je suis un Yankee, donc j'ai hâte de voir la prochaine saison de The Boys, clairement. Max, j'ai vu réagir aussi. Ouais, je pense Nanix a tout dit. En fait, la série est bien et je trouve que justement, en fait, n'avoir que 8 épisodes par saison, c'est bien. C'est que il pourrait déborder, il pourrait en faire trop dans la violence, la vulgarité et même faire 15 épisodes parce qu'ils savent que les gens seront là. Et pour l'instant, ils se tiennent bien là-dessus. Ouais, moi, de mon côté, je suis obligé quand même de citer. J'étais très content pour cette saison 3, puisque c'est le fan de Supernatural, bien sûr, qui parle. Puisque Jensen Ackles avait rejoint le casting en tant que Soldier Boy et en tant que fan de Supernatural toujours. Je suis très content que dans cette saison 4, on ait Jeffrey Dean Morgan qui intègre aussi le casting. Donc, si vous ne savez pas qui est ce Jeffrey Dean Morgan, c'est tout simplement le comédien dans Watchmen ou Negan dans The Walking Dead. Donc rien que pour ça, moi j'ai hâte, puisque dans Supernatural c'était le père et le fils. Johan, on en pense quoi donc de The Boys? On en pense que du très bon. Moi, c'est surtout Homelander. Et je trouve que, on a rarement vu un personnage aussi dégénéré et aussi flippant et aussi dangereux. Parce que le mec a tous les pouvoirs du monde, mais il vrille. Et je trouve qu'en plus, il l'utilise un peu comme le Joker est utilisé dans Dark Knight, c'est-à-dire pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes presque chaque épisode en disant j'ai hâte d'avoir ma petite scène avec Homelander pour voir quelle saloperie il va faire. Et en fait, à chaque fois, il y a exactement ce qu'il faut. Et donc, moi, rien que pour revoir ce personnage, finalement, les Boys, je trouve qu'ils sont moins fascinants que lui. On les aime bien quand même. Ouais, mais je suis d'accord avec Johan. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui disait que justement, c'est à la qualité du méchant qu'on peut juger de la qualité d'une œuvre. Et lui, il est incroyable. Mais donc voilà, le Homelander, il a tapé un petit peu comme ça. Je sais pas si c'est très fidèle aux comics. Ils ont fait beaucoup de réadaptations, mais qui correspondent quand même à l'esprit du comics en lui-même. Quoi qu'il arrive, le créateur original, Nanix, j'ai perdu le nom. Garth Ennis. Merci beaucoup. Et consulté, enfin, il est dans le processus, donc ça reste quoi qu'il arrive dans le comics original. Mais je trouve que le plus fort avec The Boys, c'est que déjà en 3 saisons, ça reste la seule série de super-héros qui n'a pas réussi à décevoir pour le moment, et qu'en prime, elle est super actuelle par rapport à son propos et voilà, politiquement le bordel qui se passe, que ce soit aux US ou dans le monde. Elle est ultra actuelle, donc t'as à boire et à manger, c'est fantastique, quoi. On va essayer de donner un petit coup d'accélérateur, puisque notre invité va pas tarder à arriver. Je me tourne vers toi, Nanix. Ah mince, c'est le moment. Puisque James Gunn a parlé. Ah, et James Gunn a parlé notamment comme tous les jours de crossover potentiel Marvel DC. Oui. Donc James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui est aussi l'homme in charge de la relance du DCU, et pour qui il réalisera notamment Superman Legacy. Donc a dit sur les réseaux, je suis certain que ça a plus de chances d'arriver maintenant que je suis en charge. Donc du DCU, en parlant d'un crossover. Qui sait si ça se fait, ce sera dans plusieurs années en tout cas. Je crois qu'il faut d'abord établir ce que nous on veut faire du côté d'ici. Je vous mentirais si je vous disais qu'on n'en a pas discuté, mais pour l'instant toutes ces questions ont été abordées de manière très très légère et fun. Est-ce qu'on veut voir le crossover DC Marvel, Nanix? On veut voir 2 choses. On veut voir déjà les Avengers se taper contre les X-Men. En tout cas, moi, j'ai très envie de voir ça. Et la deuxième chose, oui,
Mais déjà, il faudrait que DC refasse hyper les gens. Et pour l'instant, DC fait pas trop hyper les gens. C'est un peu ce que dit James Gunn. Hein. Voilà, exactement. Donc déjà que le chapitre 1 des Dieux et des Monstres soit réussi, que Superman Legacy, qui est vraiment la pierre angulaire de ce nouveau projet, fonctionne au cinéma, qu'on ait un Superman qui fasse de nouveau rêver, comme ça avait été le cas quand on était vraiment, vraiment plus jeune, tard à l'époque, comme on dit. Donc voilà, et pourquoi pas. En tout cas, il a raison sur une chose. Maintenant que je suis là, c'est possible. Il est parti, mais je pense que demain, dans 10 ans, parce qu'il a un contrat sur 8 ou 10 ans avec Warner Bros, il peut revenir chez Marvel. Ils l'accueilleront les bras grands ouverts vu la cote qu'il a quand même chez eux. Et chez DC, il est en train de faire des travaux importants. Donc je pense que qui, mieux que James Gunn, peut peut-être amener les deux maisons à s'entendre sur un projet de film. Après, la question, c'est, dans ce crossover, te poses qui, en fait? Parce que tu pourras pas mettre tout le monde. Ce sera une équipe de super-héros face à une autre. La logique, ce soit la Justice League, j'ai envie de dire, du côté de chez DC. Et normalement, les Avengers ou les X-Men, ou peut-être un mix des deux, à voir, du côté de chez Marvel. Autre news, vous m'avez repris plusieurs fois la semaine dernière, puisque je parlais de l'ouverture du Festival de Cannes. Ah bah oui. Et cette fois, je peux. Cette fois, je peux. Excusez-moi. Décidément, il y a une malédiction autour de ce festival. Puisque le 76e Festival de Cannes s'ouvrira avec le nouveau film de Mai Wen, Jeanne du Barry. Je rappelle donc que le film reviendra sur l'ascension d'une jeune femme du peuple à la cour de Louis XV. Louis XV qui sera donc interprété par Johnny Depp. Aucune communication de la part du festival quant à la possible présence ou non de l'acteur. On sait qu'il a été un petit peu dans la tourmente pour rester politiquement correct. L'ouverture du festival avec Jeanne du Barry, le film de Mai Wen, Max. Bah écoute, ça va faire une grosse star. C'est un film qu'on évoquait en compétition parce que Mai Wen y est passé plusieurs fois. Elle avait remporté un prix pour Police. Je pense que s'ils le mettent en compétition, c'est qu'ils ont l'assurance que Johnny Depp sera là. Parce qu'en fait, il leur faut une star en compétition. Après, oui, forcément, le film va faire parler pour des raisons peut-être qui ne lui sont pas propres, c'est-à-dire pour les raisons liées à Johnny Depp plus qu'au film. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le film sera présenté donc le 16 mai au Festival de Cannes et en fait en même temps il sortira dans les salles françaises. Il y a pas mal de salles qui feront comme depuis une dizaine d'années. C'est ce que tu nous expliquais la semaine dernière, c'est que ça fait partie du deal un peu. Depuis une dizaine d'années, ouais, c'est le deal et en fait il y a des cinémas qui diffuseront la cérémonie d'ouverture en direct et dans la foulée, donc en même temps que les festivaliers à Cannes en fait leur permettront de découvrir le film. Autre news, Johan, Stranger Things, c'est pas mal. Oui. Bon, si je te dis qu'il va y avoir une version animée de Stranger Things. Pourquoi pas en attendant, merci, c'était les news. En attendant la saison 5, une petite pièce de théâtre préquelle est prévue pour fin 2023 à Londres. Mais en attendant, on apprend aujourd'hui donc qu'une série d'animation est en projet par les créateurs. Donc de Stranger Things. Ouais. Pas d'infos sur l'histoire, mais le look devrait rendre hommage aux productions des années 80. Ce qui changerait vachement de la série, ça dit donc. Ouais. Dans l'animation, je pense. Ouais. Surtout, ce qui peut être bien avec cette série, c'est de nous raconter des choses qu'on n'a pas vues dans les différentes saisons, notamment ce qui se passe à l'hôpital avec Eleven, et des choses qu'on voit en flashback, qui sont détaillées en flashback. D'ailleurs, ces flashbacks sont un peu longs et chiants parfois, je trouve, mais bon, moi, c'est mon point de vue personnel. Mais là, vraiment, de l'ancrer dans un univers bien défini, pourquoi pas, si c'est le propos. Pourquoi pas. Dernière news de la journée, The Marvels révèle sa bande-annonce. Donc elle a pop là, il y a même pas... Il y a 1h30. Une heure et demie, ouais. Quand j'étais dans le métro, quoi. La bande-annonce a été dévoilée aujourd'hui. On retrouve Carol Danvers, Monica Rambeau et Kamala Khan. Le film sera réalisé par Nia DaCosta. Et c'est un film qui a été repoussé, qui devait sortir en juillet, qui sortira en novembre, le 8 exactement. Alors, le croisement des super-héroïnes, qui, quand elles utilisent leur pouvoir, elles se télétransportent comme ça. Il y a du body swap, il y a plein de trucs. Mais enfin, alors moi, j'ai pas eu le temps de la regarder en entier, mais en fait, c'est surtout, moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait de la balancer comme ça sans prévenir. Il y a un petit en fait, il l'a annoncé hier. Et en fait, en plus, il l'a annoncé officiellement parce qu'il y a un insider qui, comme à chaque fois, a dit oui, la bande-annonce tomberait demain. Il y a eu une espèce de petit teaser un peu cryptique, genre une voix perçue dans l'espace qui a permis à Marvel de confirmer effectivement bande-annonce aujourd'hui. Après, c'est vrai que c'est le timing qui interroge parce que Les Gardiens 3 sort au mois de mai, donc tu pouvais dire, bah là, c'était le moment pour teaser le film suivant, et là, ils entrecroisent deux promos, c'est toujours un peu bancal, mais après, moi, j'aime bien le teaser, je trouve. C'est plus un teaser d'ambiance, parce que on parle le côté... Ça raconte pas grand-chose. Hein. Ouais, en fait, la méchante, tu l'aperçois qu'elle a toute fin, tu vois qu'il y aura un combat avec les trois, mais là, tu vois plus le côté body swap ou même place swap, puisque comme en fait, c'est trois personnages qui ont les mêmes pouvoirs,
l'univers comprend pas et dès qu'il y en a une qui utilise son pouvoir, l'autre la remplace au même endroit. Donc ça peut donner des trucs assez amusants. Après, il faut voir déjà comment ce sera traité et ce qu'ils raconteront par ailleurs. Parce que le teaser est cool parce que ça joue beaucoup sur la comédie. Après, voilà, c'est un film qui est censé quand même être important et peut-être ouvrir la porte à l'intégration des X-Men et ou des 4 Fantastiques. Donc, il va falloir qu'ils fassent des choses quand même. Mais on peut peut-être s'amuser au moins. On peut peut-être s'amuser au moins. Je vois Ce sera la Nanix conclusion. avec une moue dubitative. Le truc, c'est que souvent, en ce moment, Marvel me met une bande-annonce ou un teaser trailer, et en fait, ce qu'on te dévoile, n'est-ce pas, Ant-Man? Et t'as l'opposé de ce que tu as dans le film, n'est-ce pas, Ant-Man, toujours? Donc, je me dis, en vrai, là, le film joue sur l'aspect comédie. Si jamais il y a un petit twist, un petit côté arnaque dans la bande-annonce, autant le faire. Évidemment, j'irai voir le film, mais là, ce que j'ai vu, désolé, je trouve ça éclaté un peu, quoi. Mais parce que Captain Marvel est un film qui était déjà mal fichu dans la timeline du MCU, Monica Rambeau est peut-être le point positif de ce trio-là, et Kamala Khan, sa série est pas nulle, c'est juste qu'elle a peut-être pas arrivé au meilleur des moments, et le problème c'est que en termes Elle est ultra-teen, elle parle pas à tout elle est le monde, ultra-teen, elle est pas forcément hyper bien réalisée, et en plus en termes d'effets spéciaux, le personnage Miss Marvel est cool tant qu'elle s'en ressemble pas, donc c'est un petit peu dommage en fait de pas kiffer lorsqu'elle a ses pouvoirs. Donc il y a Nick Fury, il y a Samuel L. Jackson, ça c'est plutôt cool. L'humour, je suis ok, mais là, la bande-annonce, tu sens que le ressort, c'est que ça. Donc, j'aimerais bien en savoir plus. Donc, attendons de voir, mais pour l'instant, je suis pas convaincu, quoi. Plus de comédie musicale, a priori? Non. Parce que ça a été une rumeur à un moment. Hein. Ouais. Ah oui, c'est Oui. Ah bon? C'est une rumeur de comédie musicale. Il y a là d'avoir une une partie séquence clairement, en Inde parmi ou au Pakistan, donc ça pourrait être. Ça, par contre, c'est ça. intéressant parce que c'est ça qui était intéressant dans Miss Marvel, c'était le côté on découvre une autre culture Ouais. et en fait d'utiliser un film pour ça, moi je trouve ça cool. Après, ça n'a pas l'air dans les séquences spatiales de répondre à la grande question de y a-t-il un éternel bloqué au-dessus de la Terre? On n'y répond jamais à cette question. Alors, La tête qui sort de la. On est d'accord qu'on n'y répond Je pas. crois que la rumeur qui circule, c'est qu'en fait, ce serait l'un des enjeux de l'intrigue de Captain America 4. C'est-à-dire qu'en fait, tous les pays vont vouloir s'emparer de ce qu'il y a dessus. Avec un Et minerai, voilà. peut-être de l'adamantium. Avec un minerai et Mais, peut-être mais unique qui effectivement, ça fait longtemps que personne. C'est vraiment elephant in the room, comme on dit en anglais. Parce que même quand t'es un avion, tu vois, t'es un avion de ligne, il faut quand même organiser ton vol pour passer entre les deux. De ce qui se dit, voilà, ça va être lié à prochain Captain America et ça va beaucoup permettre l'introduction des mutants, notamment d'une île qui est très connue, qui devrait arriver, dans laquelle certaines races de personnages vont se retrouver régulièrement là-bas. Quoi, voilà. Est-ce qu'on peut s'arrêter 5 secondes sur le fait qu'on est en train d'essayer de juger l'intérêt de The Marvels aux théories qu'on imagine nous-mêmes sur un autre des film projets qui, quoi qu'il arrive, seront 100 fois meilleurs dans notre tête que ce qu'on va avoir. The Marvel, je suis désolé, mais à cette bande-annonce, tu vois juste des terrains que tu as vus 100 000 fois. Bonjour, on est dans l'espace, dans un faisceau soit gris, soit blanc. Avec genre 3 persos qui ont tous été super mal intégrés dans tous leurs projets d'origine. Captain Marvel, celle dont je me souviens même plus, Miss Marvel, qui du coup n'a parlé vraiment qu'aux teens. Photon, c'est pas la pire des 3. Photon, c'est la moins pire des 3. C'est pas la pire, mais par rapport à tout l'univers, l'univers, c'est la plus secondaire des 3. Un team-up des 3, ok, cool. On voit pas de concept qui fait que ce team-up sera intéressant au bout, du moins pas sur ce premier trailer. Et en plus, le seul truc qu'on arrive à tirer de positif, c'est peut-être qu'ils vont faire les choses en bien. La dernière fois qu'on s'est dit ça, c'était 3 films avant et à chaque fois, c'était de la merde. Donc, désolé, mais... De toute façon, tu me convaincs. Moi, je t'ai dit, pour moi, ce que j'ai vu, c'est éclaté pour l'instant. Voilà. Toutes les news sont à retrouver sur allociné.fr. Nous, on enchaîne tout de suite. C'est le moment du côté sur côté. Je rappelle, le côté sur côté, Paul va sur Allociné. Paul, il écrit l'émission. Vous entendez sa douce voix, il est là. Bonsoir. Voilà. Il est revenu. Cette voix. Il a une très belle voix. Cette voix est très douce. Et donc, du coup, il va sur Allociné, il regarde un petit peu et il essaie de trouver un avis particulièrement désastreux. À contre-courant. Surprenant. Surprenant, c'est bien aussi. Ouais, désastreux, c'est bien aussi. Désastreux, ça marche souvent. Je vais vous lire cet avis. Évidemment, il faut retrouver le film, mais c'est juste un postulat. L'idée, c'est de voir si cet avis, on est plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. On ne cite pas le film tant qu'on n'a pas eu la réponse. Tant qu'on n'a pas fini la phrase. Très bien. Voilà. Et elle va s'afficher sous vos yeux ébahis. Nous rêver. Ce n'est pas souvent que je mets une telle note, mais franchement, il n'y a rien à sauver. Tout est mauvais. Les scènes d'action sont illisibles. Tout est filmé de trop près. Les textes paraissent décalés, inappropriés, mal dits. Les textes, pardon. On a plus l'impression d'une suite de mini-sketchs, peu de continuité dans l'histoire et dans les scènes.
Et le fait qu'on connaît l'histoire n'arrange rien, car on attend justement quelque chose qui nous donne envie de suivre cette version. Mais non, elle n'a rien de crédible et surtout rien d'épique. C'est bien dommage pour une telle histoire. C'est pas un film sorti il y a une semaine quand même. Une étoile. Et Donjons et Dragons, Ce non n'est pas Donjons et Dragons. Non. C'est pas les 3 mousquetaires, le récent. C'est les 3 mousquetaires oui. d'Artagnan. En fait, moi, c'est les textes paraissent décalés, inappropriés, mal dit. Je me suis dit, non, quand même ouais. pas. Après, sur le mini-sketch, ça me fait douter quand même. Les textes. Ouais, c'est justement le côté. Ouais, moi, les mini-sketch, textes, il y a c'était les rien d'épique, sous-titres. ou des trucs C'est comme les ça. sous-titres qui étaient décalés. moi. Ouais, je me suis dit, J'ai compris, ouais. c'est ton c'est fichier le téléchargé, texte, ça, dis donc. Voilà. Ça doit être un fichier téléchargé, hein, évidemment. Les 3 mousquetaires d'Artagnan, une étoile. Apparemment, c'est pas souvent. Ça va aller, Nanix. Est-ce qu'on est d'accord avec cette du tout. affirmation Je vous propose d'en parler. Vous avez trouvé le film déjà. Première question que j'ai envie de vous poser comme ça. Les scènes d'action, elles sont vraiment illisibles? Non. qu'est-ce Après, qu'elle oui, raconte, la cette caméra personne bouge beaucoup parce que, en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a pas beaucoup de scènes d'action. Il y en a peut-être 4 et il y en a 3 qui sont en plan séquence. C'est-à-dire que, sans coupure officiellement, parce qu'il y a un, on voit un petit peu les coutures quand la caméra passe dans le dos d'un personnage malencontreusement. Mais non, justement, c'est quand même plutôt bien fait. Il y a une tentative. Après, on est réceptif ou on n'est pas réceptif à ça. C'est une autre question. Moi, ce que je trouve quand même chaud, c'est le côté il n'y a rien à sauver. Je pense que t'aimes ou que t'aimes pas le film, il y a quand même, tu peux pas dire il y a absolument rien à sauver du tout. Genre le projet, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que il est peut-être trop soigné, mais au moins il est soigné. Après il y a des acteurs qui butent un peu sur le texte parce que c'est un texte qui est très écrit. Il y a du passé simple, ce qui est quand même pas toujours évident déjà dans la vie. Donc en plus quand tu dois jouer comme ça et que tu as un jeu très naturel comme je pense Lina Coudry ou François Civil. Mais enfin, les costumes sont beaux, les décors sont beaux. Genre, il y a quand même. Tu peux pas dire que tu peux ne pas avoir aimé, évidemment. Mais Alors, dire qu'il n'y a rien à sauver, je trouve ça vraiment trop fort. N'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous trouvez que ce film mérite son succès, vous cliquez sur côté. Si vous trouvez qu'il est surcoté, vous cliquez sur surcoté. Et si vous l'avez pas vu, il y a l'option aussi. Pour l'instant, on est à 64% de pas vu, 20% de c'est ok et Bien 15% de surcoté. C'est bien dommage. Les textes, justement, on en parlait, Johan. Les textes, l'équipe du film, nous, quand on a organisé une projection avec le club Allociné, en fait, ils ont expliqué que c'est vrai que c'est un mélange qui est un peu, je sais pas si on peut dire osé, mais en fait de texte à l'ancienne, qui petit à petit t'emmène dans une vraie modernité. Et donc, en fait, notamment dans les scènes entre D'Artagnan et Lina Coudry, et Constance, pardon, on a un ton vraiment moderne. Entre les mousquetaires, on a plutôt un ton à l'ancienne. Et c'est vrai que le mélange peut surprendre, mais de là à dire que c'est, enfin que c'est, je sais plus quels sont les termes, illisible, mais voilà, décalé, tout ça, inapproprié. Ouais, non, je trouve ça bizarre parce que en fait, c'est un film qui a un pied dans la modernité, un pied dans le roman, et ça c'est pas mal, je trouve. Il y a un parti pris qui est étonnant. Alors moi je suis en train de développer ça pour un petit site qui s'appelle Hologram Pop. avec l'accent en plus. Avec l'accent des cadets de Gascogne. J'ai une interprétation pour ça que j'aime bien, c'est la mienne. En gros, quand les gens se connaissent pas, il y a ce côté texte un peu empoulé, etc. Et à partir du moment où on est dans une proximité de on a cassé la glace et on peut commencer à se dire les choses. Ouais. Et là, on passe dans des dialogues plus modernes. Le texte ancien devient le vouvoiement. C'est ça. Quand tu vouvoies et quand tu te mets à tutoyer les gens. Et en fait, moi, je l'ai pris comme ça, ce passage de l'un à l'autre. Et quand tu fais bien attention, les retours à quelque chose d'un peu plus du passé, c'est vraiment quand il y a une distance entre les gens. Et du coup, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'écriture qui, moi, m'a plu. Pas mal. Voilà, c'est que mon interprétation. En fait, le truc, elle se tient. Le truc, c'est qu'il y a une forme de naïveté dans le film que t'as pas tout le temps, et la naïveté, tu l'as entre Constance et D'Artagnan. C'est-à-dire que, on a vu le film, on avait parlé avec Génius, c'était pour nous deux, les dialogues les plus cringos du film. Pour avoir revu le film derrière, j'étais en mode, non, c'est pas que c'est cringe, c'est que c'est hyper naïf et innocent, et en fait, soit t'adhères, soit t'adhères pas. Ouais, c'est après, que ce soit maladroit. Voilà, après, de là à dire que c'est inapproprié, c'est un gros mot. Après, les scènes d'action, faut juste se réveiller. Enfin, là, c'est des scènes en plan séquence où tu suis une personne, mais autour d'elle, il se passe des choses. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Une scène d'action où tu suis une personne qui met des patates, et autour d'elle, comme de par hasard, le monde s'est arrêté de tourner. C'est-à-dire que les gens s'entretuent, mais ils arrêtent de s'entretuer en mode, attendez, on attend que les deux règlent leur 1v1, et puis après, on suit notre truc. Enfin, il y a une question d'honnêteté et d'authenticité. Des gens se tirent dessus, tirent à l'épée, se plantent pendant que soit Civil, soit Cassel, soit Pio Marmaille. Sinon, c'est le gameplay d'Assassin's Creed. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, alors, franchement, les termes sont durs. Les scènes d'action, justement, je trouve que elles sont hyper bien chorégraphiées. Je compare beaucoup à chaque fois parce que c'est un film que j'adore. Le Pacte des loups avec ce film-là, en termes de scènes d'action, etc., et de comment le film démarre.
On peut pas dire 3 mousquetaires, tu dors, ce soit chiant à regarder, parce qu'au bout de 5 minutes, t'as déjà mangé ta scène d'action, donc t'es bien. Le seul reproche que je ferai au film, c'est que parfois il est un peu lent, il prend vraiment trop son temps, je trouve, sur certains aspects. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose à acheter. Je dis pas qu'il faut impérativement, bon moi c'est un 5 sur 5, pas impérativement pour que la Terre entière, ce soit un 5 sur 5, mais là, c'est un 1, c'est super dur. C'est super dur comme notation, je trouve. En disant qu'il n'y a rien à sauver, c'est ça moi que je trouve dommage. Limite, t'es en train de dire qu'il n'y a rien de bien dans le film, c'est dur. Franchement, très compliqué comme avis. Hein. Je propose une dernière question avant de passer à la suite et à l'arrivée de Corentin. Il y a vraiment rien d'épique dans ce film Je sais que ça fait débat en fait sur le côté. Est-ce que c'est vraiment si ambitieux et vraiment si réussi que ça? Oui. Tu parlais du Pacte des loups. On peut reprocher effectivement aux 3 mousquetaires de ne pas avoir la même personnalité que le Pacte des loups, qui était vraiment un mix des influences de Christophe Gans, le réalisateur. Hein. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Là, c'est vraiment un produit qui est, enfin, un produit non, c'est un film qui est soigné. Et en même temps, les plans séquences sortent pas de nulle part parce que le réalisateur Martin Bourboulon, il avait fait les comédies Papa ou Maman où il y avait déjà des plans séquences dedans, dans de la comédie. Donc, tu sens que c'était pas juste de l'esbrouf, c'est un truc qu'il a envie de faire. Mais franchement, le film il a de l'ampleur. Je veux dire, quand tu vois les costumes, tu vois le casting, tu vois les scènes d'action, tu vois les décors, tout a été tourné dans des vrais décors en plus, pas sur des fonds verts. Sauf une scène ou deux. Oui, voilà. Après, il y a des petits trucs qui vont pas à droite à gauche, mais globalement, par rapport à ce qu'on t'a vendu et ce que tu vois sur l'écran, tu te dis, bah oui, globalement, il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise. Sa scène, une grosse scène épique, je sais pas, de siège, mais ça, on le verra dans le. Oui, dans la oui, suite. parce que Voilà, c'est ça aussi. Sur 2 parties. Voilà, disais donc que ça, en fait, ça tease l'épique. Pour moi, les 3 mousquetaires, tu vas vraiment juger. Enfin, tu peux juger la partie 1. Bien Tout le monde a jugé, donner son avis sur quelque chose, c'est pas le problème. Mais pour moi, le film, vraiment, tu le jugeras dans sa globalité. Sa globalité, c'est après Milady. C'est un peu comme si tu disais dans La Communauté de l'Anneau, il n'y a pas trop de scènes de bataille. Voilà. Il y a le Retour du Roi qui arrive. Attends de voir les 2 autres films et après tu pourras parler. Et pour revenir au dialogue, il y a plein de punchlines dans le film en plus qui sont archi drôles. Il y a plein de punchlines entre les personnages, vraiment des trucs bien acides. Je pense au roi notamment, qui a 2-3 sorties, vraiment cool quoi. Donc, Qui est super, hein, Louis Garrel. voilà. Louis Garrel qui joue le roi. Moi j'avais une petite je trouve que le cardinal est un peu sous-exploité. Oui, c'est un peu une déception, alors que c'est un super acteur. En fait, vraiment c'est Directeur de la Comédie Française. Voilà, c'est ça exactement. Donc C'est pour le 2. qui a un charisme monumental et même la première photo du film qui avait été dévoilée où il était juste de dos. Déjà tu disais ah ouais il envoie. Bon c'est vrai que dans le film C'est pour ça que un peu moins. Il nous fait une Zendaya d'une partie 1. En tout cas, on n'est pas d'accord avec cet avis, vous avez bien compris, et on vous encourage à aller voir le film, bien entendu. Les 3 mousquetaires d'Artagnan, dispo au cinéma. On enchaîne avec le gros dossier de la semaine. On va revenir avec notre invité Corentin sur la série Harry Potter. Qu'est-ce qu'on imagine? Est-ce qu'on en veut seulement? On se retrouve juste après quelques images justement des 3 mousquetaires. Et on se retrouve donc après ce trailer des 3 mousquetaires pour parler de notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est ces annonces, ces rumeurs. Et on va voir, puisque demain, il y a une conférence Warner qui devrait peut-être officialiser certaines choses. On se retrouve pour parler de la série Harry Potter sur HBO Max. Est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce qu'on en attend? Et pour en parler, on a un expert avec nous, en la personne de Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Bienvenue dans No Spoil. Donc je rappelle, tu es rédacteur sur la Gazette du Sorcier. Tu es l'auteur du livre que tu as amené. C'est quoi ce livre? C'est Harry Potter décrypté par ses fans. C'est un livre qui va parler du fandom Harry Potter depuis 20 ans, en fait, de toute l'histoire de ce fandom, de tout ce que les fans ont créé et comment ça a vécu à travers tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes fan d'Harry Potter, à aller dans vos meilleures librairies. Comment il s'appelle? Il s'appelle Harry Potter décrypté par ses fans. Décrypté par ses fans. Et tu es aussi administrateur des règles internationales de Quidditch. J'ai été gestionnaire de l'arbitrage international du Quidditch, ouais, et des formations pour les arbitres dans les compétitions de Quidditch mondiales. Avant d'entamer justement tout notre sujet, comment on se retrouve catapulté à ce niveau-là? Parce que tu sais que tu puisses le faire dans la région, enfin tu vois, mais non, là tu as été... On s'implique dans une équipe et puis après dans une formation internationale, c'est-à-dire moi c'était au Royaume-Uni où je gérais l'arbitrage au Royaume-Uni et puis après ils avaient besoin de personnes au niveau international et donc j'ai rejoint les équipes de l'International Quidditch Association. Incroyable. Alors, pour rentrer... Chez nous, on appelle ça un gars sûr. Hein. Pour rentrer dans le vif du sujet, la semaine dernière, selon Deadline, HBO Max serait en bonne voie pour finaliser un accord avec J.K. Rowling pour lancer une nouvelle adaptation des livres Harry Potter.
Donc je disais, demain, peut-être une conférence pour officialiser tout ça. Les rumeurs racontent qu'il y aurait une saison par livre. Je rappelle qu'il y a 7 livres au total. Est-ce que c'est pas peut-être... Alors je me retourne d'abord vers monsieur le rédacteur en chef d'Allociné. Est-ce que c'est pas peut-être un peu tôt pour faire un reboot d'Harry Potter? En fait, je pense que toute la question est là. Après, on ne sera pas forcément tous d'accord de faut-il ou pas rebooter l'univers Harry Potter. Mais moi, en tout cas, je suis plutôt partisan du fait que c'est une bonne idée. Mais par contre, c'est beaucoup trop tôt. Rien que le retour à Poudlard, c'était quoi? C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, on était déjà tous dans l'émotion de revoir ces comédiens et revoir ces personnages. Donc rien que, alors qu'on est adulte et tout ça, donc tu dis c'est trop tôt. Ouais, c'était pour les 20 ans de la sortie du premier film que tu te dis. Et puis le dernier film est sorti en 2011, donc il y a 12 ans. Moi, je me demande si le truc se confirme, si en fait il n'y a pas une espèce d'aveu d'échec de la part de Warner qui, quand tu regardes, en fait, c'est jamais vraiment remise de la fin de la saga Harry Potter. Parce qu'en fait, donc ça se finit en 2011. Un an après, ils perdent la saga Dark Knight qui se termine. Et c'est pour ça, après, ils ont essayé d'étirer le Hobbit sur 3 films au lieu de 2. Ça a moyennement marché. Leur univers d'ici, on en a parlé tout à l'heure, il va être rebooté parce que ça n'a jamais vraiment pris. Les Animaux Fantastiques, qui était leur manière de prolonger l'univers Harry Potter, ça n'a pas pris autant qu'ils l'espéraient. Et on ne sait même pas d'ailleurs ce que ça va devenir parce que ça parlait de 5 films. Déjà, à la fin du 3e, on commence à se dire c'est pas sûr que ça continue. Là, tu sens qu'ils se disent c'est peut-être notre dernière solution de rebooter vraiment littéralement les Harry Potter et en revenant à la base des romans. Alors qu'un sondage s'affiche sur votre écran, si vous nous regardez en direct sur Twitch, à savoir une série Harry Potter pour, contre, ou c'est qui Harry Potter J'aimerais bien savoir combien de gens vont répondre ça. Bien au contraire. J'ai envie de poser la question directement à Corentin parce que je le vois passer dans le chat. On a Atomic qui nous dit « J'aurais aimé une extension du lore plutôt qu'un reboot ». Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter autour de l'univers. Il y a des écoles de magie à travers le monde. Il y a, on a parlé du Quidditch. Moi, j'imaginais bien une série qui suivrait un jeune joueur de Quidditch qui découvre. Ça permet aussi de faire des petites allusions, des petits rappels, parce qu'on sait que Ginny Weasley, elle est devenue commentatrice de Quidditch et joueuse aussi pendant une époque. Donc, on pourrait avoir des petits flashbacks ou des petits aperçus de personnages connus qui interviendraient, mais tout en développant un univers différent, une histoire différente, et en restant dans le même univers. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec les acteurs, Johan disait les acteurs sont emblématiques, mais pareil, Poudlard, c'est emblématique. Qu'est-ce qu'on fait quand on refait une série comme ça ? On change complètement les décors, et alors on perd aussi tous les parcs d'attractions qui ont les décors déjà, ou alors on garde les mêmes décors, et à ce moment-là, on peut plus se dire qu'on fait un reboot de cette même histoire, de ces mêmes 7 livres. On restera trop proche. Mais alors, la fondation de Poudlard aussi aurait pu être une période à aborder, peut-être ? Oui, et je te rejoins totalement sur le fait qu'il y a énormément d'histoires à raconter dans l'univers d'Harry Potter. Je pense aussi que c'est l'intérêt de la série, c'est de creuser ça au bout du bout. Mais je pense qu'il y a un énorme intérêt à revenir sur les histoires des bouquins, notamment en série, parce que dans les films, il y a eu des choix de direction, parfois de couper certaines choses du scénario, qui font qu'on est arrivé à certains moments clés sans tout le bagage émotionnel qu'il y avait derrière nécessairement. Je trouve que je crois que c'était Columbus qui a repris la réal à partir du 5. Non, c'est David Yates. Yates, pardon. Oui, c'est vrai, Columbus était premier. Yates s'est focalisé tout à coup, du moins à mes yeux de fan de l'époque, sur tout ce qu'il y avait de relations adolescentes avec Coach Chang notamment, etc., tout en oubliant tout le bagage émotionnel qu'il y avait derrière. Donc quand on est arrivé aux heures les plus sombres de l'Ordre du Phénix, dans les films, il nous manquait la moitié des trucs, quoi. Tu vois. Et après, on est arrivé au 6e où il y avait énormément d'événements qui découlaient de tout ça, où ça manquait de ouf. Le 7e, ils ont dû le couper en 2. Enfin, il y a eu tellement de subtilités qui m'ont fait kiffer l'univers d'Harry Potter à l'époque. Ou le front de libération des elfes de maison. Exactement. Mais ça, les gars, totalement. Tu peux faire un épisode entier sur ça, en fait, dans la nouvelle série. Ça, c'est bien. Mais Et ça, du c'est coup, des je choix préférerais d'adaptation, qu'on remette les bases avant Oui, de mais poser. justement, en fait, ça fait que cette adaptation-là serait complémentaire de la précédente. Parce que là, si on disait on fait un reboot d'Harry Potter en film, tu dis mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire qui n'a pas déjà été fait ? Comment tu vas changer ? Là, au moins, ils auront plus de temps. Alors, si ça se confirme, évidemment, encore une fois, mais si c'est vraiment une saison égale un livre, déjà, j'espère qu'ils vont adapter le nombre d'épisodes à la taille des livres. C'est-à-dire que si tu fais 12 épisodes du premier livre qui fait 250 pages,
ça va tirer un peu la ligne. Donc peut-être que tu peux adapter, mais au moins tu peux passer plus de temps et vraiment donner plus de place à des personnages secondaires. Tu as des événements qu'on n'a pas vus. Effectivement, le front de libération des elfes de maison, clairement. Peut-être que les Dursley, comme dans les derniers films, ne seraient pas réduits à 3 minutes. Parce que vraiment, au début et à la fin. Ouais, non, mais c'était ça. Tu peux vraiment arriver à faire des choses qui, du coup, seraient un complément du point de vue que suivaient les films. Alors dans ce cas-là, ne refait peut-être pas toute l'histoire à travers une série, fait des petits spin-offs, ou comme disait tout à l'heure Corentin, fait des histoires un petit peu d'idées sur des éléments clés. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que, je vais reprendre un peu des arguments, c'est que Poudlard, tu connais. En fait, ça veut dire que quand tu vas reprendre ça, tu as déjà une base que tu ne peux pas bouger. Genre l'imagerie, elle est fixée. Voilà. Et en fait, si tu fais moins bien que ce que tu as fait dans les films, peu importe ce que tu vas raconter à côté, qui sera certainement intéressant, tu seras hors des clous. Tu seras à côté de la plaque. Ouais, mais pour moi, les films, ils étaient pas ouf à la base. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que au final, visuellement, ils étaient réussis. Visuellement, Visuellement, ils étaient splendides. Et donc ça, on peut pas les. Je pense que voilà, le film, les films, c'est passé, c'est fait. On a eu ce qu'on a eu. Il y avait des très bons aspects. Il y avait des aspects moins réussis. Effectivement, il y a des films. Le 6, ils ont choisi d'accentuer les romances. Ils ont oublié toute l'histoire de Voldemort. Faisons une série sur l'histoire de Voldemort. Plutôt qu'aller refaire le tome 6. Tu fais la genèse de Voldemort. Et il y a eu plein de fan-films, justement, qui ont essayé d'explorer cette période-là, qui ont exploré son enfance avec plus ou moins de succès. Donc, il y a moyen d'aller remplacer et d'aller combler ces trous, justement, des films, sans pour autant refaire les 7 tomes de A à Z de manière chronologique et bien carrée. Mais peut-être que la série, justement, va peut-être permettre ça en bout de course. Là, tu repars sur un truc un peu facile, parce que tu n'arrives pas à raconter des choses originales, vraiment qui sortent des romans. Mais peut-être que si jamais ça marche, ils vont se dire, oui, on va faire un spin-off, on va faire, comme ils ont fait sur Walking Dead, par exemple, vraiment qu'ils étirent à l'infini avec des trucs vraiment qui sortent de mais le truc, c'est que de base, moi, je trouve que la filmographie, la saga, telle qu'elle est, elle a des points forts, elle a des points faibles. En termes d'adaptation, je sais qu'il y a des choses qui manquent. C'est aussi valable sur le Seigneur des Anneaux, au passage. Sur le Tolkien, il manque des personnages, il manque des bouts. Et tu regardes au final, parce que c'est sur la globalité que tu juges, la saga, elle est très bien comme elle est. Alors, elle n'est pas parfaite, elle sera peut-être jamais parfaite. Peut-être même que les séries, en voulant améliorer ce qui a été fait, vont peut-être au contraire mal faire là où le cinéma a pu tanker. Attention, Nanix, tu sais que si tu mets dans la même phrase série et licence Seigneur des Anneaux, en général, ça aboutit pas super bien. Hein. Ouais, je sais. Tu penses à notre pouvoir, je suis d'accord. Donc c'est un défi phénomène, un gros problème d'ailleurs. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que pour moi, s'il n'y avait pas besoin d'aller... Enfin, c'est de la fainéantise. C'est-à-dire que le monde d'Harry Potter, il est suffisamment grand. Je sais qu'en plus, là, on parle... Donc là, maintenant, ça devrait être confirmé, mais il y a quelques temps de ça, on parlait même d'adapter le scénario du jeu Hogwarts Legacy en série. Enfin... Les Animaux Fantastiques, c'était un bon postulat de départ. Juste, ils se sont perdus à partir du deuxième film, mais le premier film était plutôt cool. Allez taper dans des choses comme ça. Pas besoin de reprendre l'histoire d'Harry, quoi. Ouais, mais ils n'y arrivent pas. C'est ça, en fait. Je pense que la décision vient de là. C'est comme Star Wars. Ils n'y arrivent pas jusqu'à trouver le bon personnage, la bonne temporalité, le bon truc. Mais tu refais pas l'histoire, quoi, quelque part. Alors, Corentin, j'imagine qu'avec les autres fans dont tu parles dans ton livre, vous en avez parlé un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qui ressort comme tendance ? Alors, nous, en tout cas, sur la Gazette, parmi nos lecteurs, on a quand même beaucoup de monde qui dit ce serait vraiment dommage d'aller refaire les livres. On veut justement explorer plus largement le monde magique. On veut sortir de tout ça. On veut rencontrer de nouveaux personnages. Moi, je suis personnellement, j'aimais bien le premier Animaux Fantastiques et je pense que les suivants, leur problème, c'est justement d'avoir voulu trop se rattacher à Harry Potter. Exactement. Et d'avoir, à ce moment-là, commis des erreurs dans le lore, justement, et qui a aliéné certains fans. Et donc, justement, éloignons-nous de tout ça, prenons vraiment nos distances, quelques petits clins d'œil par-ci, par-là, et ce sera vraiment du fan service, on va dire, mais qui peut être utile et qui peut être bien inséré. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui partagent en fait ce sentiment-là de vouloir voir plus et de se dire il y a les maraudeurs, il y a la fondation de Poudlard, il y a Voldemort, il y a tous ces personnages-là. L'étranger, t'en parlais tout à l'heure. Même les enfants, tu peux partir si tu veux vraiment rester collé à Harry Potter. Ce qui se passe avec les enfants d'Harry, par exemple, si vraiment tu veux être dans de la fainéantise, mais avec un peu de créativité. Là, je vois pas. Je suis d'accord. Tu vas réadapter les bouquins. Sur cet argument, vous avez raison. A priori, c'est quand même ce qui se dessine, il me semble.
S'il y a des rumeurs, après les rumeurs, en fait, des rumeurs de séries Harry Potter, il y en a littéralement tous les 6 mois depuis 12 ans. En fait, on en a tout le temps. Et donc, c'est très dur de se dire, il y a des évidences. Warner Bros. Veut poursuivre l'univers Harry Potter. Ils réfléchissent, ils étudient toutes les pistes possibles et imaginables. Peut-être que leur conclusion, c'est ça la meilleure voie, parce qu'on doit rester proche des livres, et que c'est ça la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Ou que c'est la seule possible parce que Rowling ne voudrait pas créer une nouvelle histoire, ou ne veut pas les laisser explorer autre chose. Mais après, au final, de concret, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? C'est très dur à dire. Quand est-ce qu'ils vont le faire ? C'est très dur à dire. On verra, comme tu disais, demain. S'ils annoncent quelque chose dans leur stratégie de streaming, c'est probable qu'ils diront, bah oui, on voudrait faire quelque chose. Pour l'instant, parce que pas matérialisé, quoi. L'annonce de base, elle disait que c'était en développement, ce qui veut dire que ça se trouve, ça bougera pas avant 5 ans et que peut-être ça bougera jamais. Et peut-être qu'ils vont finalement rebasculer sur l'autre rumeur qui circule depuis des années, c'est l'adaptation en film de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, qui vraiment est la suite. Tu vois, tu parlais des enfants de Harry, Ron et Hermione. Ouais. Ça peut être aussi ce truc-là, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils sortent un film ou une série, les acteurs principaux, surtout Daniel Radcliffe et Rupert Grint, parce que Emma Watson, pour l'instant, ne tourne plus, mais ils sont interrogés sur est-ce que vous voudriez revenir pour jouer dans cette pièce-là ? Et à chaque fois, ils disent oui, on verra bien. Peut-être que ça va être ça aussi, finalement. Est-ce que vous voyez quelque chose avec une ambition un petit peu à très très grande échelle, à savoir peut-être 7 saisons pour reprendre les tomes du livre, et derrière toute une série de spin-offs, comme on l'a pu le voir sur Game of Thrones, par exemple ? Ce qui serait bien, déjà, si jamais ils font vraiment une saison égale un livre, c'est qu'ils fassent en sorte qu'une saison égale un réalisateur. Comme ils ont fait un petit peu au début des films. Dans Alien. Oui, dans Alien déjà, ou dans Mission Impossible, même au début d'Harry Potter, où tu as eu les 2 premiers par Chris Columbus, puis après tu as eu Alfonso Cuarón, puis Mike Newell, le réalisateur de 4 Mages de l'enterrement. Bon, après, ils ont tout laissé à David Yates, qui était quand même plus malléable, parce que les autres étaient peut-être un peu compliqués aussi. Mais comment, tu vois, un peu comme ils ont fait sur The Last of Us, qui est produit par HBO aussi, que d'avoir vraiment des réalisateurs doués derrière la caméra pour qu'il y ait une vraie plus-value. Otax ? Mais c'est justement un truc qui me fait dire qu'il faut réadapter les bouquins, pardon. Même si en vrai je te suis complètement, mais on essaie de se faire l'avocat du diable, tu comprends ? C'est que comme tu avais commencé à le dire au départ, c'est que les 2 voire 3 premiers bouquins sont quand même des bouquins pour enfants. Donc si tu veux prévoir une saison par bouquin, les 2 premières saisons, comment elles vont être courtes et pas super intéressantes, quoi. Tu peux rajouter des choses, peut-être du lore au milieu ? Alors justement, c'est ce que je disais, vers quoi j'allais, c'est que vu que la saga Harry Potter s'est approfondie, si je ne m'abuse, après la sortie des 7 tomes principaux, avec des histoires supplémentaires, avec des mises en contexte, avec des rajouts de l'autrice, on peut tout à fait imaginer de détendre justement ces premières saisons et les autres par l'ajout de tout ce qui a été rajouté dans le lore après. Alors que si on reste dans le contexte des films qui déjà ont fait un petit peu de sacrifice, on peut pas forcément recadrer certains trucs, notamment les elfes de maison, alors la plupart du grand public qui n'ont pas lu les bouquins mais ont vu les films n'ont aucune idée de ces événements-là, en fait, de l'existence de ces événements. Après, attention, ils l'ont fait pour Bilbo et on a vu où ça nous a mené. Ah bah, bien sûr. Je pense que ça soulève quand même une autre question, c'est à quel public elle s'adresse, cette série ? Parce que voilà, on a toujours dit Harry Potter, les premiers tomes c'est plus pour les enfants. Encore aujourd'hui, c'est pour les enfants, c'est autour de 10 ans. Ça se ressent dans l'écriture de voilà. Qui est-ce qu'on va viser ? Est-ce qu'on va justement viser un public complètement nostalgique d'adultes comme nous, des fans de la première heure, ou est-ce qu'on va essayer justement de renouveler ce public ? Et c'est là un public, c'est difficile d'aller toucher des enfants de cet âge-là avec une série comme ça. Donc est-ce que c'est vraiment ça la stratégie à l'heure actuelle, de dire finalement on laisse complètement tomber l'idée de faire venir des nouveaux fans via ce média-là, et on se concentre sur la nostalgie et les familles, quoi. Et pour moi, ce serait l'intérêt principal, excuse-moi. Non, vas-y. Ce serait l'intérêt principal, justement, de faire une série, c'est de se dire, vu que, on va dire, les 5 premiers films, je dirais, ont essayé d'être très grand public quand même quand ils étaient un peu sombres, c'était très light, vous inquiétez pas, un enfant peut quand même le regarder, vas-y, on y va vraiment à fond, en fait. Au bout du bout, l'histoire d'Harry Potter, ça reste une histoire très sombre, au final, quoi. Oui, puis de toute façon, si c'est une saison par livre, normalement, le public va grandir au fil des saisons, comme le public grandissait avec les livres.
Donc peut-être que ça peut se jouer. Je pense juste qu'à partir du moment où il y aura des budgets de ce niveau d'engagés, le public, c'est un petit peu le grand public. Il faut pas c'est un peu la carotte aussi. Mais le grand public d'aujourd'hui, c'est un grand public qui est avec Game of Thrones, alors que le grand public de l'époque d'Harry Potter, c'était différent aussi. C'était beaucoup plus soft, quoi. Alors, question, on sait que du côté, si c'est Warner qui détient les droits, ce serait HBO Max. HBO Max, Johan, c'est quand même une garantie de qualité. Ah bah tout ce que fait HBO, normalement, c'est du bon. À l'écran, on l'a vu avec The Last of Us il y a encore pas très longtemps, et avec Succession, où il s'est passé des choses ce week-end. Mais au-delà de ça, au-delà même d'HBO, ce qu'on parlait tout à l'heure de Star Wars, on voit que désormais, en fait, on peut faire une série qui a l'ambition du cinéma. Peut-être qu'il y a 20 ans, on pouvait pas se dire on peut faire une série Harry Potter parce que t'as pas les moyens techniques de sortir à la chaîne des épisodes qui ont la magie, la patine. La patine et la production value attendue d'un univers pareil. Là, désormais, en fait, tu peux faire Harry Potter en série. Donc effectivement, et puis en plus d'avoir le tampon HBO, normalement, ils mettent des bonnes personnes derrière. Mais moi, la question que j'avais, vous deux, messieurs, non, mais on parlait tout à l'heure des Animaux Fantastiques ou d'autres histoires à raconter. Et par exemple, les Animaux Fantastiques 1, moi, m'a prouvé que ça n'était pas intéressant. Personnellement, j'ai pas trouvé ça intéressant. Peut-être parce qu'il n'y avait pas les bons personnages ou pas la bonne écriture. C'est-à-dire qu'en fait, on peut me dire, il y a un super univers et plein d'écoles de magie. Si j'ai pas des personnages intéressants qui m'embarquent dans cette histoire, je m'en fous un peu. Et alors, c'est un avis très subjectif. Tu parles des films. Et je parle des films. Du premier film. Et du coup, je me dis, Harry Potter, les romans ont cette force de t'entraîner dans cette histoire et dans cet univers avec des personnages auxquels tu t'attaches. Tu sais que moi, Harry Potter, quand je suis tombé dedans, j'étais pas un grand fan quand j'ai commencé à regarder des films en mode voilà, tout le monde m'en parle, c'est dingue, je trouve ça éclaté. Et puis au bout du 2e ou 3e film, j'ai vraiment commencé à rentrer dedans. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai fait aussi l'effort d'essayer de m'intéresser, parce que heureusement, il n'y a pas Carrie, il y a d'autres personnages autour de lui qui sont tous plus ou moins intéressants. Là, j'étais le premier à le dire, c'est vrai que Norbert Dragono, il manque clairement de charisme, ou alors on l'aime, il peut diviser, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour et le principe des animaux que je trouvais ça vraiment top. Ça, en fait, ils s'étaient détachés un peu d'Harry Potter, ils assumaient ça. Puis après, quand tu commences à regarder le 2e volet, tu te rends compte que non, c'est touche encore à l'histoire et au passé de Dumbledore. Tu soupires et tu dis, en fait, on sortira jamais de là, quoi. Tu sais que c'est pas ça qui m'a fait le plus souffler, moi, sur le 2e film. C'est quoi ? C'est le fait qu'il y a un moment, ça se passe en France, et c'est les sorciers anglais qui viennent intervenir plutôt que d'avoir justement l'opportunité d'avoir des sorciers béret baguette, quoi. Avec des baguettes de pain, ça serait tellement bien. Est-ce que justement on a beau bâton pour ça, messieurs, s'il vous plaît. Les sorciers qui râlent. On parlait les sorciers en grève. On parlait justement des autres écoles de magie. Évidemment, c'est la coupe de feu qui en fait le plus grosse démonstration. Est-ce qu'on a d'autres informations, de choses qui se passent ailleurs, comme ça, dans l'univers d'Harry Potter ? Alors, il y a un long texte sur Pottermore qui avait été publié à l'époque, qui maintenant est toujours disponible, je crois, sur wizardingworld.com, mais qui détaille une dizaine d'écoles de magie. Donc, il y en a une en Afrique, il y en a une au Japon, il y en a une aux États-Unis, Ilvermorny, voilà, qu'on s'attendait à voir justement dans les Animaux Fantastiques. Moi, en fait, c'est ça qui m'a manqué dans les Animaux Fantastiques, c'est d'aller explorer le vrai monde magique, parce que au final, dans le premier volet, on est dans New York et voilà. Quand j'avais eu le pitch des films, je m'attendais en fait. Pour moi, Newt Scamander, c'était Indiana Jones dans le monde magique, tu vois. Oui, tout à fait. Donc bon, ils ont pris une autre voie. Ok, j'ai vu le premier film, je me suis dit c'est prometteur. Il y a quelque chose qui, si on continue à explorer cette voie-là, il va y avoir quelque chose. Effectivement, après, les deuxièmes m'ont déçu, mais je m'étais dit, le premier, c'est une bonne entrée en matière, et puis on va découvrir les personnages et tout. Il n'était pas parfait, mais je m'étais dit, il y a du potentiel. Donc voilà, il y a effectivement plusieurs autres écoles de magie. Après, c'est les principales. On dit qu'il y en a d'autres secondaires et tout. Il y a plein de débats autour de ces écoles. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de clichés pour certaines ? Voilà, dire il y a une école en Asie, une école en Afrique. Ça fait pas beaucoup, voilà. C'est des continents, c'est pas des pays. Donc le texte, il dit quand même que l'école de Beaubaton en France, elle accueille les étudiants italiens, portugais, espagnols, suisses, belges, français. C'est pour ça que comment est-ce que le belge espagnol, voilà, comment est-ce que France terre d'accueil. Comment est-ce qu'ils donnent cours là ? C'est un peu voilà. Donc il y a des gens, il y a des fans qui ont un peu des problèmes avec ça, mais ça pourrait justement être l'occasion de corriger le tir d'une certaine manière, de trouver des explications à ce fonctionnement-là et d'explorer d'autres formes de magie, d'autres univers, le passé de Nicolas Flamel ou justement des trucs un peu plus actuels.
avec des élèves qui voudraient essayer d'introduire la technologie moldue dans leur école à Beaubaton, parce que franchement... Les tablettes, c'est quand même pratique. Ouais, et Internet quand même, pour aller chercher les sortilèges, ce serait pas mal. Du coup, une dernière question. Si on se dirige vers l'adaptation dont les rumeurs parlent quand même si c'est pas celle que vous attendez le plus, qu'est-ce qu'une série pourrait faire mieux d'après son format qu'un film ? Bah, c'est ce qu'on disait, c'est être beaucoup plus fidèle au roman, mais par contre, être plus fidèle, mais faire un vrai travail d'adaptation aussi, que ce soit pas juste en fait un copier-coller de ce que tu as dans le livre et transposer en image. Après, ce qui pourrait faire mieux au niveau du casting, par contre, ça va être compliqué. Casting compliqué. Parce que déjà, les trois acteurs principaux, encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça peut être très très dur, ça peut être très très violent pour eux, parce que déjà les trois principaux avaient bien mangé à l'époque, mais pas aussi violemment. Là, il va y avoir la comparaison qui pourrait jouer contre eux, et même au-delà de ça, les acteurs secondaires aussi. C'est va remplacer les Alan Rickman, les Maggie Smith, les Gary Oldman, c'est tendu. Il y a Don Maximus sur le chat qui nous dit qu'il attend les tutos spells sur TikTok. Oh my God. Non, mais les romances. Les romances. Certaines romances, certaines relations entre personnages qui sont dans les films. Tu sens qu'entre un film et un autre, il s'est passé des choses, les relations ont évolué, mais on ne te les montre pas parce que c'est un film tous les 2 ans, ou presque, je crois, en termes de durée. C'était ça. C'est ça, donc pas de time pour ça. Là, dans une série, tu as le temps de créer des rendez-vous, des petites histoires, des petits trucs. Les livres, si tu me corriges, je parle sous ton autorité, les livres, il y a quand même beaucoup plus de marqueurs réguliers, genre la rentrée des classes, Noël. C'est des moments, le moment des examens, c'est des trucs qui reviennent chaque année, quasiment jusqu'à la fin, quand vraiment tout part en sucette. Ça, une série peut le permettre peut-être un peu plus, d'avoir des gimmicks comme ça. Oui, d'avoir des moments clés qui marquent justement l'écoulement du temps. C'est ce qu'a essayé de faire Alfonso Cuarón dans son livre, notamment dans son film, on le voit à plusieurs reprises. Donc c'est sûr que c'est possible d'avoir ça. Après, les films le retrouvent quand même assez régulièrement, mais je pense que justement, ce que pourrait faire mieux une série, c'est prendre ce temps d'aller explorer ailleurs, d'aller nous montrer qu'est-ce qui se passe au ministère pendant l'été, avant que Harry ne soit convoqué pour son audience disciplinaire, qu'est-ce qui se passe à Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers, un peu avant qu'il n'y arrive, prendre le contrepoint et aller explorer justement les points de vue d'autres personnages, et pas juste rester avec les livres, nous permettre de voir et d'explorer les non-dits des livres, tout ce qu'on nous rapporte comme histoire, tous les dialogues rapportés, et ben là, nous les montrer. Dernière question pour toi, Corentin. Justement, là, tu as dit ce que tu aimerais. Est-ce que, a priori, la fanbase aimerait, en résumé? Qu'est-ce que, par contre, tu t'attends à voir comme annonce demain? C'est-à-dire pas ce que tu aimerais, mais rationnellement, en faisant essayer comme ça de faire vibrer la magie, qu'est-ce que tu penses va arriver? Dans ta boule de cristal, tu vois quoi? Dans ma boule de cristal, je vois pas grand-chose. Justement, je me dis, en fait, là, on va être sur pour moi, une non-annonce. Oui, effectivement, on cherche, on voudrait faire une série Harry Potter, c'est vrai. On va confirmer les rumeurs, mais après, on va pas avoir de timing, on va pas avoir de sujet précis. De la même manière que pour la pièce de théâtre L'Enfant Maudit, au début, on nous a dit ce sera l'enfance de Harry. Et 3 ans plus tard, on a découvert que c'était les enfants de Harry. C'était pas la même chose. Voilà, les choses auront le temps de changer entre demain et quand la série sortira réellement. Oui, et puis ce genre d'annonce, c'est aussi les annonces pour les actionnaires, en fait, clairement, pour faire remonter un peu le cours. Ce qui expliquerait aussi, justement, ce genre d'annonce. En fait, c'est destiné à rassurer les actionnaires en disant on va faire un truc hyper safe et a priori qui devrait cartonner. La grosse surprise demain, ce que ce serait pas qu'on nous dise les Animaux Fantastiques, il y aura bien un volet 4 et 5 et ils sortiront. Et peut-être, et même un 6 en 7, allez. J'allais dire, la suite des Animaux Fantastiques sera adaptée en série. On zappe le cinéma et on va direct sur HBO. Ça, je signe. Ça, c'est possible. Ça serait stylé. Ouais. Pour conclure, on aura peut-être une réponse demain. En tout cas, Corentin, merci d'avoir été avec nous pour relayer un petit peu toute cette vision que tu peux avoir avec justement tout le groupe des fans d'Harry Potter. On rappelle que tu as sorti un bouquin, Harry Potter décrypté par ses fans, avec notamment Alix Oulier. Voilà, que vous pouvez vous procurer dans les meilleures librairies. Merci d'avoir été avec nous. C'est quoi un peu ton actu sinon en ce moment, c'est quoi?
On a plein de choses sur la Gazette. On va à des festivals là ce week-end, et puis il y a l'ouverture de l'exposition Harry Potter dans 2 semaines qu'on va aussi couvrir. Et toujours les articles, les actualités ne manquent pas. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Quidditch à Paris 2024 ou pas Euh, Est-ce qu'on peut l'annoncer Ce sera annoncé J'aimerais- demain par Warner. Alors, il y a la division 2 de la Coupe d'Europe des clubs qui se passe à côté de Épinal cette année. Voilà, donc il y a les clubs européens qui vont se réunir en France. Ouais, la France. Merci beaucoup, Corentin. Merci. À une prochaine fois, et peut-être après les annonces pour décrypter tout ça. La semaine Volontiers. prochaine. On te laisse repartir et nous, on enchaîne directement avec le quiz. Et pendant que Corentin retourne à une vie normale À Poudlard. à Poudlard, nous, de Quitte notre les moldus. côté, je dois vous avouer que j'ai un petit peu trembloté quand on a commencé à parler casting, puisque le quiz du jour va être un truc tout simple. Il y a quelques années, un YouTuber américain avait fait une série de vidéos. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est en gros, si jamais Harry Potter passait sur HBO pour une série. Drôle. Ok. Et il a imaginé un casting, alors qui se fait vraiment outre tout budget potentiel, hein, Ouais. parce qu'on est sur des grands acteurs et des grandes actrices. Et C'est-à-dire du que j'ai coup, pas mes chances pour jouer Dobby, c'est dommage. c'est trop de barbe, trop de Pourtant, poils. dans 2-3 ans, j'ai été bon là. Mais non, du coup, on va faire un truc, ça se joue sur ardoise. Ok. Et du coup, le temps que je prenne le bon onglet, puisque ça se passe sur notre runner, Mince, on a notre failli déroulé d'émission. spoil les réponses en fait du coup quelque part. Dommage. Non, t'inquiète pas, on a fait ça comme il faut. Voilà, on s'est un peu amusé. Ok. C'est pas la bonne date. Oui, bien sûr. Il est là, il est pas là, il est là. Voilà, donc je vais vous présenter des acteurs et des actrices. Et vous devez écrire, mais quel personnage ça pourrait faire, voyons. Ah. Très bien. Voilà, tout simplement. Vous 3 avez secondes par personnage. quelques secondes par personnage, il y en aura 10 au total. Et on commence par... Mais il pourrait jouer qui, lui? Michael Caine, Sir Michael Caine. Alors c'est facile, d'après moi, et j'arrêterai de donner des indices après. Pouvoir constater mon écriture absolument Ouais, dégueulasse. c'est archi mal aussi. C'est parfait. Et on montre vos ardoises. Dumbledore, Ouais, tout le Dumbledore et Albus. J'ai Dumbledore. économisé les lettres. Pourquoi il flex lui Albus Ouais. T'as que 3 secondes, tu prends le plus court. C'est- Alors regardez, ça donnerait ça. Il Ah, a c'est fait pas des mal. montages, le Pas mal. youtubeur. C'est Je pas rappelle mal. donc c'est sur la chaîne YouTube de Brian avec un Y, Brian Seeker. Très bon. 2E-K-E-R, Brian Seeker. Il a fait toute une série de vidéos, il a imaginé un casting. On en a choisi que quelques-uns parce qu'il il a fait quasiment tous les personnages, sauf les enfants. Alors, autre personnage, si je vous dis Ewan McGregor, Ah, j'ai une Ah idée. qui putain. est-ce mince, que comment Ewan s'appelle McGregor Comment pourrait jouer Comment il s'appelle dans une série Ouais, je crois que le Harry défi, Potter? ça va être de retrouver les noms aussi. Ouais, moi je l'ai. Putain, comment il s'appelle Vous pouvez le mettre avec des descriptions. Hein. Je vais tricher. Alors, Sirius Black. Blood Voilà. Sirius Black. Ouais, Ah, c'est- j'ai mis Gary Oldman j'ai pour été Sirius sur Black. autre chose. Voilà. Alors, on a deux. Parce qu'il a été question qu'il le joue dans le 3. C'est Ah pour ouais ça que moi, Ah. c'est son nom a circulé. On a deux Sirius Black, on a un Lupin et un Gildefroy Lockhart. Ah, pas mal. Ah, ce serait marrant, Lockhart. Alors, il y a une ou plusieurs bonnes réponses. Réponse en image. Ah, bien joué. Bien Oui. joué. Ewan joué. McGregor en Gilderoy Lockhart. C'est vrai que ça marche aussi. Hein. Il a aussi imaginé un rôle pour Mads Mikkelsen. Ah bah oui, ça c'est. Bah, on l'a vu. Non, Ah, ça n'est pas. Ah, il y a deux attention, possibilités. soyez- attention. Ah. Ah non, il y en a qu'un. non, pour moi, il y en a qu'un aussi. Ah oui, C'est écrit, mais n'importe comment. On dirait un médecin. il y en a deux, il y en a deux. Je sais plus. Alors, ouais. on a Rogue, Ouais. on a Voldemort pardon, ou Rogue, on a Rogue Ah, moi, j'ai- ou Rogue. Ben, je me souvenais plus. Et là, pour le coup, on a Voldemort ou Sirius Black. J'avais pensé à Voldemort, mais je me dis c'est trop facile. Il a imaginé Mads Mikkelsen dans un autre rôle. Mais non. Ah ouais Ouais. Celui de Ah oui, oui. du Lucius Malfoy. Ah oui, très bien. Bon, très bon, très bon. Alors Mais c'est par pas contre, Mats en blond, c'est non, mais C'est étrange. On enchaîne. Il a imaginé Daniel Day-Lewis.
ce Brian Seeker. Mais que pourrait jouer Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, le seul acteur au monde qui a 3 Oscars de meilleur acteur? Le problème, c'est qu'il prenait des cours de sorcellerie, ça ne marcherait pas. Pas le temps, je le retente. Voilà. Toi aussi? Alors, si vous parlez, c'est devant les micros. Ouais. Ouais. Les ardoises aussi, devant. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est bon, voilà. Sirius Black. Alors, on a du Sirius Black, Rogue. on a du Rogue, on a du Lupin retente. et on a du Voldemort. C'est mieux Il y a comme une ça. bonne réponse déjà. Il y a une bonne réponse. Elle est ici. Il y a une bonne réponse. Elle est ici. Elle est en image déjà. Mais oui Voldemort. Mais je le vois Mais pas je suis du tout, directeur moi, de pour le casting, coup. Mais moi. si, mais Daniel Day-Lewis, il est spécialiste des transformations Mais ouais, physiques tu pour dis Gangs of New York notamment. Ah oui. Il a imaginé Daniel Day-Lewis Ah, mais en Il va pas se Voldemort. faire couper le nez ce coup-ci, quand même. Bah, Autre personnage, et c'est un personnage féminin, Emma Thompson, qui Bah, était déjà dans la série, enfin, dans la série de films. Elle jouait Trelawney à l'époque. Et comme le temps a passé, il l'a imaginé dans un autre rôle. Comment ça s'appelle? Ouais, Je l'ai comment plus. ça Je s'écrit, l'ai plus. J'arrive pas. Je l'ai plus. Ah si, je sais ce que je vais mettre. Ah non, attends. Comment elle s'appelle La relou, Ouais, c'est la prof. relou, là. McGonagall ou Ombrage. Voilà, Ombrage, c'est ça. Voilà. Minerva. Donc Minerva, c'est McGonagall. La relou, toi, tu pensais à qui? Ombrage, c'est Ombrage et Ah, le relou. Ombrage. Ah, le relou, C'est ouais. vrai que ça peut faire une bonne ombrage. Ouais, c'est ça. Juste son nom me revenait pas. Mais Et c'est- alors, la réponse est Ouais, bah, en les- McGonagall. Oui, voilà. Ouais. Alors, j'ai totalement volé de ton côté en mode genre putain mais c'est cette meuf je sais plus comment elle s'appelle. Minerva ouais c'est ça que j'avais en tête. Celle Désolé. qui se transforme Et même en là, chat. elle ressemble un petit peu à la prof de vol. Oui, En balai. Un petit peu, un petit peu. Père de, comment elle s'appelle? On arrive à la moitié de ce quiz. Ouais. Et Bibine. pour Madame Bibine. l'instant, Max et Johan ont 3 Ouais. points, Otax et Nanix 1 point. Fair enough. Pas On grave. enchaîne avec Sans un craquer les autre deux. acteur, Martin Freeman, que vous avez vu dans Le Hobbit, par exemple, ou dans Sherlock, en tant que Watson. Freeman. Il pourrait jouer qui, Ah. Martin Freeman? Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. franchement, est-ce qu'on Ah a oui, eu la même ouais, idée? Montrez, alors bien devant vos micros, comme ça. On a des idées complètement différentes. On a Hagrid, Sirius Black, Un jour. Dobby et Flitwick. Dobby, mais c'est vrai que c'est un peu Dobby IRL. Flitwick, On qui est a donc oublié le prof comme Freeman est de drôle. de Bah, qui sortilège. est Warwick Davis, je crois. La bonne réponse est autre. Personne n'a 2 points, puisque c'était Arthur Weasley. Ah mais oui, carrément. C'est carrément Arthur Weasley. Mais c'est vrai. Mais ça Arthur manque un peu de Weasley. vision. Moi, Ouais, c'est ça. C'est un peu, elle est un peu facile. Une autre question pour vous. Si je vous parle de Nick Frost. Ah, ok, là. Ah, Nick Frost, donc vous avez vu dans Shaun of the Dead, que vous avez vu dans Hot Fuzz. Hot Fuzz, dans toute la trilogie Cornetto de toute façon. On a 1, 2, J'ai écrit 3, fort rapidement mais 4 Hagrid c'est et une oui, ordonnance. Rubeus Hagrid Clairement. était la bonne réponse. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. On dirait un peu Rupert Grint en Hagrid. Là, dans le visage, il y a un petit truc. Donc Nick Frost en Hagrid. Autre question, attention, si je vous dis Tom bah là, Hiddleston. c'est bon. là, Hiddleston. là, c'est Cette garanti fois-ci, il là. passe, Merde. Il va passer. Ouais non là. Il passe pas là, il y a colère. Hein. Ah tu vois. Ah non, moi, tu vois. Ah non, bah si. Ah, on est partagé On a en deux. tu 2 vois. Sirius Ah Black non, les gars, oh. et 2 Rogue. Et personne n'a la réponse proposée, Ah ouais. puisqu'il propose Tom Hiddleston en Rémus Lupin. Lupin, mais ouais. Il y a un Ah peu de bah tiens. gentillesse, il y a un côté En gentil. petit, Mais oui. Eh ouais. Dur. Ouais. seul à avoir piffé, je l'ai pas T'étais vu. le seul à avoir écrit Lupin depuis tout à Ah l'heure. ouais, ouais, non, Le je- moment où on va je le suis passer, le rogue, il va être fou. Pour moi, le côté un peu romantique et noir, c'est correspondait c'est super exactement bien. ça. Ah, sérieux, Neuvième Avec les cheveux sales proposition, de il y en aura l'autre. 10. Grave. Si je vous dis Ok, là, c'est Adam Driver. Eh, tu sais quoi, je joue la Bah, sécurité. là, j'ai envie de le. J'en mets 2. J'ai envie de le. Bah, il va Si voir, on le passe- si je le passe pas, celui-là. Bon. C'est trop de pression ce compte à rebours J'ai mis là. les 2. Comme ça, je crois que- Sirius Rogue. Il y en a Allez. marre. Il a mis je 12 prends que la personnage. première réponse, donc tout le monde a dit Rogue. Ouais. Et la réponse en image, c'est effectivement Adam Driver. Ce qui est une photo Rogue. de Star Wars 7, Ouais, hein, clairement. c'est exactement. Clairement. Mais Mais j'aime il est bien trop jeune pour moi. L'unité de ce Oui. casting proposé par Oui. donc Brian Seeker, c'est d'être au niveau de l'âge, Ouais, tout à fait. c'est un match plutôt pas trop mal. Ouais. Alors il y en a plein d'autres. La dernière qu'on vous propose, c'est Nathalie Dormer. Hmm. Hmm. Et c'est plus dur, peut-être. Nathalie Dormer. Quel rôle? Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Même si je l'ai dit pour Dobby tout à l'heure, mais Hermione, Moi, je tente. Luna Lovegood, Tonks et Ombrage, Ombrage. leur tante. Ombrage. Oui. Il y a une bonne réponse. Elle est là. J'ai dit qu'on faisait C'est pas là. les enfants.
Ah merde, putain. C'est quoi vrai. Donc là, j'en ai 2 qui sont éliminés. Mais ça aurait été une très bonne Luna Lovegood à l'époque. C'est Tonks en ce cas. Réponse en oui. image. Et la voilà, Ouais, c'est Tonks. Nifadora Tonks. Je l'avais Elle est très jeune là sur la photo, Je l'avais ce oublié. montage. Elle est assez jeune, Le Tonks. montage a été fait il y a 3 ans. Du coup, ça donne Je 6 crois toujours à points mon pour topi, Johan. Donc c'est Johan qui gagne ce casting mais de là, troisième. du incroyable, Wizarding clairement. World. Faites appel à moi. Voilà, il y en a plein d'autres évidemment. Tous les autres personnages comme Bellatrix, comme Queue de Verre, comme que vous avez cité Sirius Black, Oui. sont dans ces vidéos. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Il en a fait plein d'autres des Très curieux castings. de savoir c'est qui Sirius Black quand même. Hein. Je sais plus de tête. Et moi, Il a j'ai fait- demandé pareil pour Bellatrix, justement. Mais allez voir, du Ok. coup. Voilà. Il a aussi fait pas mal de recast potentiels sur les X-Men, Oui, tu m'en avais sur parlé, si on ouais. faisait la suite de The Avengers et tous les autres personnages qui manquent, etc. J'irai voir. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est Brian fort Seeker. Ça a distrayant. l'air fort Brian fun. Seeker. Ok. Et ben c'est le moment tant attendu par tous ceux qui vont au cinéma ou qui regardent des trucs sur leur canapé. C'est le moment du journal des sorties. 7 minutes, mon cher Johan. Il se peut qu'on J'avais fasse... demandé 15. Bah, c'est moi, c'est moi. pas grave. Tout est de ma faute. 5 sorties majeures. Je vous demanderai juste de donner vos étoiles, mais sans donner d'argumentaire. Ok, très bien. Non mais on fera juste, et comme ça donne un petit truc Un peu de aux gens flavor. qui nous regardent sans faire la moyenne. Tout à fait. Donc on part avec au cinéma, premier incontournable, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, donc le reboot de l'adaptation du célèbre jeu de plateau sur grand écran, qui est accompagné par de très bonnes critiques positives de la part de la presse, de la part des spectateurs et de la part des fans du jeu. Donc ça c'est plutôt rare, et ça a été confié à Jonathan Goldstein et John Francis Daly, qui sont 2 fans du jeu de plateau, et qui ont composé un casting un peu ambiance Gardien de la Galaxie, mais dans un univers fantasy. Donc film très sympa. Johan, combien d'étoiles? Alors de la hype, j'aurais mis 2, et en fait en l'ayant vu, je suis plutôt 4. Plutôt 4. Otax. 3. 3. Nanik. 5, je l'ai vu, 5. 5. 4 en hype. 4 pour Max, auquel se rajoutent mes 4 étoiles à moi. Toujours au cinéma. Au cinéma, Suzume ou Suzume, Suzume, hein, il n'y a pas d'accentuation sur le Z, le nouveau film événement de Makoto Shinkai qui avait fait Your Name et Les Enfants du Temps. Le film a fait 10 millions d'entrées au Japon, c'est dire s'il était attendu. C'est donc une histoire de monde parallèle et de porte. Aucun lien avec Monstres et compagnie. Je sais pas pourquoi. Combien d'étoiles de live? Quand même 4 parce que c'est beau tout ça. 4 parce que c'est beau tout ça. Otax. 10. 5 étoiles pour Otax. 5, pareil, ici. 5 pour Nanix. 4 aussi. 4 Comme pour Max et 4 pour moi. On passe du côté de Prime. Du côté de Prime, un vrai événement avec le retour de Cédric Lapiche et avec un peu sa saga fétiche, on va dire, en tout cas, ce personnage qu'il a suivi, puisque le personnage de Xavier est campé par Romain Duris, qui a grandi. Il avait déjà des enfants qui étaient petits dans le 3e volet qui s'appelait Casse-tête chinois. Les enfants ont grandi, sont désormais ados et même jeunes adultes, et ils vont vivre des nouvelles aventures en Grèce. Donc ça s'appelle Salade grecque, ça se passe à Athènes, 8 épisodes, pour raconter un peu un nouveau regard sur la jeunesse, dans lequel vont quand même passer Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop et Kelly Riley, qui était dans la trilogie L'Auberge espagnole. Combien d'étoiles de la hype? Je suis sur un 3. Un petit 3. Un petit 3. Otax. Le 4 de la nostalgie. 4 nostalgique. 3. 3 pour Nanix et Max. Le 4 nostalgique aussi. Fonctionne. Moi, c'est un 3 nostalgique. Voilà, j'ai pas vu le 3, donc. Ah oui. Voilà. Toujours sur Prime. Sur Prime, alors c'est une saison 5 et une saison finale, les 8 derniers épisodes de The Marvelous Mrs. Maisel, qui est l'une des séries les plus primées récemment, donc une histoire de stand-up et de d'émancipation dans les années 50-60, et donc c'est la fin voilà, de cette série qui a un peu aidé à lancer le service Prime Video aussi, parce que c'était leur première grosse série, je pense. Voilà, donc c'était un final. Je peux dire que moi j'ai une hype à 1 puisque je n'ai pas vu les autres saisons. Je sais que c'est très bien, mais je n'ai pas vu. Donc par définition, je n'attends rien de cette saison finale. Juste une. Alors oui, on précise, hein, ce sont des étoiles de envie de voir vite, et pas forcément une note de qualité ou comme ça. Otax. Bah, pareil, pas vu, donc 1. 1. Pas vu 1. Pas vu 1. Moi, pareil, je dois rattraper, donc 2. J'ai envie de rattraper, mais pas tout de suite. Ok, auquel se rajoute mon étoile, parce que moi non plus, je suis passé complètement à côté. Mais visiblement, c'est très bien. Apparemment, Faut c'est vraiment super. insister dessus. J'ai Voilà. que des bons retours aussi. Voilà, mais- tout à fait. Sur Netflix. Et sur Netflix, un film qui conclut une série, celui-là. Ça s'appelle The Last Kingdom, 7 rois doivent mourir. Et donc, pour les gens qui ont accompagné cette série, qui avait un tout petit peu été éclipsée par Game of Thrones, mais qui pourtant avait quand même une vraie fanbase. Et donc, c'est la fin des aventures de Uhtred, toujours campé par Alexander Drymon, et qui va donc devoir tuer 7 rois, comme le titre l'indique.
Combien d'étoiles de la hype? Pareil, 1, mais Pas pas vu. par la qualité, c'est qu'il me manque plein de boue. Au taxe? Exactement pareil. Yes. Ouais, ça tue des gens, 3. 3. Ouais. Moi, pareil, 1, et je suis pas sûr d'avoir le temps de rattraper. Et pareil, je suis passé complètement à côté, décidément. Tu nous fais en bref? Je fais très rapidement en bref. Au cinéma, vous avez 10 jours encore sans maman. Le premier film avait attiré quasiment 1 200 000 spectateurs, donc c'est porté par Franck Dubosc et Or Attica. Et comme son titre l'indique, ça se passe avec des enfants sans maman. Au cinéma, il y a également Les Complices, la rencontre de François Damiens, William Legbill et Laura Felpin sur un pitch plutôt rigolo, à savoir un tueur à gages vieillissant qui a d'un coup la phobie du sang et qui doit donc être aidé par ses voisins pour se débarrasser des cadavres encombrants. Ça peut donner une comédie plutôt rigolote. Presque arrivé près de chez vous. Voilà, qui est passé par l'Alpe d'Huez. Au cinéma, il y a également Les âmes sœurs. On en parle parce que c'est le nouveau film d'André Téchiné et porté par 2 acteurs qui ont la hype, Benjamin Voisin et Noémie Merlan. Et au cinéma, il y a également The Quiet Girl, qui est un film irlandais que Maximilien a vu et qui représentait l'Irlande aux Oscars. Il était dans les 5 finalistes. Et c'est le premier film irlandais de l'histoire à arriver jusque-là. Donc tu le conseilles? C'est un très beau film, très doux. Ok. Nice. Sur Netflix maintenant. Sur Netflix, il y a une nouvelle série portée par Edgar Ramirez et Anthony Lapaglia, 7 épisodes pour cette belle affiche qui s'appelle Florida Man, où il va être question de polar. Sur Canal+, une série canadienne en 10 épisodes qui s'appelle Audrey est revenue, qui a notamment eu un prix spécial d'interprétation pour tout son cast à Cannes Série 2022. Ça, c'est l'affiche temporaire, évidemment. Pardon. Je n'ai pas trouvé mieux J'entends le titre. pour le moment, mais ça a l'air assez chouette. Sur Canal+, il y a également une série néerlandaise qui s'appelle The Crash, 5 épisodes, qui revient sur le crash d'un Boeing 747 qui a provoqué ensuite plein de maladies dans les environs. Donc ça a l'air plutôt étonnant. Sur Disney+, j'en parle. Normalement, on s'en fout, mais c'est le retour de Jérémy Renner dans Rénovation sur mesure. Le vrai Avengers. Voilà, il rénove votre voiture. Génial. C'est Voilà. Pimp My Ride. Avec Jérémy Avengers Renner. Donc Edition. tout ça pour dire, il a donné en plus une interview ce week-end. Il se remet doucement, Voilà. mais ça fait plaisir de revoir Hawkeye, même si tout ça a été tourné évidemment avant son accident. Sur Apple TV+, un film avec Jennifer Garner, La dernière chose qu'il m'a dite, adapté du roman de Laura Dave, une femme qui doit renouer une relation avec sa belle-fille de 16 ans pour comprendre la disparition du mari. Voilà. Et pour terminer en VOD, Le Chapeauté 2, qui était l'une des très belles claques animées de l'an passé avec un super méchant. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un méchant, mais le loup est absolument incroyable. Et Violent Night, si vous ne l'aviez pas vu, la rencontre improbable entre Die Hard et le Père Noël. Et ça, c'est à retrouver en VOD, bien sûr. Merci, Johan, pour ces sorties express. Timing J'ai parfait. Parfait. Incroyable. Un peu compliqué pour faire la reco, Max, je pense. Ce sera pour la Ce semaine sera pour prochaine, une autre bien fois. sûr. En attendant, merci à Corentin, donc je rappelle, qui était notre invité du jour. Grave. N'hésitez pas à jeter un œil au travail de Brian Seeker, si vous voulez. Ouais. Je rappelle aussi le monsieur qui fait le remake de Kenobi, dont je dirai le nom sur Twitter dès que j'aurai retrouvé. Et en attendant, merci beaucoup à Allociné en la présence de Johan et Max. Merci beaucoup, Nanix. Je pensais à un truc sur Harry Potter. J'ai encore une minute. Ça serait pas génial une série où c'est un épisode par mois et comme ça t'accompagnes l'année. J'invente un truc Ah, à mais, l'instant. oui, très bonne Je idée. lance l'idée à Warner. 24 heures chrono. Et ouais, c'est pas un épisode. Non, mais c'était mais là, une tu vois, heure, chaque égale. mois, t'as un épisode Oui, genre comme ça, vraiment comme ça, événementiel. T'as juillet, puis t'as la rentrée, puis t'as Halloween. Exactement. Ça Ouais, serait pas fou, ça? Ouais, mais j'aimerais bien. Il y a des moments où on se fait chier dans une année quand même. Genre, Vous avez 12 heures avant votre conférence Mois de de mars. presse. L'épisode du mois de mars, c'est pas top. Il est un peu brumeux, ouais. On vous laisse avec la bande du récap et le quiz de Gigi. Merci aussi à Otax d'avoir été avec nous Merci aujourd'hui. pour l'invitation. On se retrouve nous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.